Cette histoire commence 20 ans après l'invasion alien de la Terre. Maintenant, c'est le dernier jour pour la destruction totale de la planète. L'humanité est à sa dernière ligne de défense. Un groupe de guerriers se prépare pour la bataille. Le chef de ce groupe est l'empereur Dragon Cabna, qui dit que le seul moyen de mettre fin à tout cela est de vaincre le commandant alien. Nous voyons alors un immense groupe d'aliens devant les guerriers, et Cabna ordonne à tout le monde de tout donner pour le bien de l'humanité. Le commandant alien derrière l'armée dit quelque chose dans une langue inconnue, mais cela ne semble pas bon. Il dit quelques mots de plus dans cette langue et commence à accumuler de l'énergie. Il libère ensuite une énorme décharge d'énergie de sa bouche, laissant une traînée massive de destruction. L'un des guerriers, nommé Lee Do-hyuk, parvient à survivre à l'explosion et maudit le commandant extraterrestre. Il menace d'attaquer le chef, mais Cabna, qui a également survécu, lui dit d'arrêter. Le guerrier a perdu son bras lors de l'attaque, mais dit qu'il va bien. Il dit aux autres survivants qu'il serait impossible d'arrêter les extraterrestres avec la force actuelle de l'humanité, mais qu'ils avaient encore une autre option. L'une des guerrières sort une pierre violette et dit que c'est la pierre de réversion temporelle, que l'humanité a obtenue après 20 ans de conflit. Quiconque utilise le pouvoir de cette pierre peut retourner dans le passé une seule fois, mais elle ne peut transporter qu'une seule personne. Et sans hésiter, le groupe dit que la seule personne parmi eux qui peut le faire est Lee Do-hyuk. Ils sourient et disent que des génies comme lui ne naissent pas souvent. C'est pourquoi il est le seul en qui ils peuvent avoir confiance pour l'avenir de l'humanité. Il accepte la mission et active le pouvoir de la pierre, tout en disant que dans la prochaine vie, il sauvera tout le monde avec un sourire sur le visage. La lumière violette émanée par la pierre traverse le protagoniste puis disparaît. Son corps est laissé avec une blessure là où la lumière est passée, et il tombe dans les bras du guerrier qui dit qu'il est déjà parti. La fille dit qu'elle se sent soulagée, et Cabna dit que maintenant le garçon devra affronter toute cette souffrance seul, et que leur travail était terminé là. Mais le guerrier se rappelle qu'il reste une chose oubliée. Le commandant extraterrestre est toujours là, et au moins il doit finir avec un combat honorable. Ils font alors face à l'armée de front et disent qu'il y a encore un long chemin devant eux. Mais enfin, ils se lancent dans la bataille, et la scène s'interrompt sans montrer le résultat. Mais on sait déjà ce qui leur est arrivé. On voit alors la ville sous un ciel bleu éclatant. Avant l'attaque extraterrestre, Lee Do-hyuk se réveille dans sa chambre, encore un peu confus, se demandant si la pierre a vraiment fonctionné. Il réalise alors qu'il est revenu au moment parfait, puisqu'il reste encore 7 mois avant le début de l'attaque. Il décide donc qu'il va entraîner son corps et rassembler plus de provisions jusqu'au jour de l'invasion. Il attrape sa veste et se prépare à partir, tout en se rappelant qu'il détient le destin de toute l'humanité entre ses mains. En chemin, il décide qu'il doit s'éveiller avant la première invasion et rendre son corps aussi parfait que possible avant cet éveil. Cependant, l'histoire se poursuit 7 mois plus tard, et Do-hyuk se rend à l'endroit qu'il se souvient être le lieu du premier portail utilisé par les extraterrestres pour envahir. Bien qu'il semble plus fort, il se plaint que son corps n'a pas encore atteint son apogée. Mais pour l'instant, cela suffira. Do-hyuk dit qu'un portail s'ouvrira sur une pierre à proximité, et un immense flux de mana l'accompagnera. Ces portails réalisent un baptême de mana sur les humains, leur donnant des circuits d'éveil pour conduire le mana. Le seul souci, ce sont les extraterrestres qui traversent le portail. En Corée, elle a été envahie par des créatures semblables à des fourmis géantes et des cafards. Do-hyuk se souvient que dans le futur d'où il vient, ils étaient des ennemis faibles, mais dans le présent, même si chasseurs bien entraînés auraient du mal à en vaincre un seul. Mais il pense qu'avec son expérience, il pourrait les vaincre. Il se prépare donc pour l'ouverture du portail. Le protagoniste compte les secondes et se prépare à attaquer. Cependant, malgré toute cette préparation, rien ne se passe ici. Il pense qu'il est peut-être arrivé un peu trop tôt et décide d'attendre un peu plus longtemps. Mais 10 heures passent et il commence même à faire sombre, et le protagoniste devient furieux et extrêmement confus par tout cela. Il pense même qu'il a peut-être mal noté la date et envisage de revenir le lendemain. Puis une semaine passe sans qu'il ne se passe rien, alors qu'il y retourne chaque jour, et certaines personnes disent même qu'il a l'air d'un fou à faire cela. Pour aggraver les choses, 1 mois passe, et le protagoniste est toujours là, à attendre avec quelques touristes, certains le prenant même pour un gardien de pierre. Il continue comme ça pendant encore 6 mois, certains journalistes le prenant même pour un ermite, et sa sœur et sa mère voient le reportage à la maison et n'y comprennent rien. Tellement de temps est passé que même le protagoniste n'en pouvait plus, et pour une raison quelconque, le monde était plus paisible que jamais. Do-hyuk décide alors de prendre un emploi ordinaire et d'abandonner toutes ces histoires d'aliens. Même s'il se fait gronder par son patron, il commence à se souvenir du passé et de tous les titres héroïques qu'il a reçus. Mais maintenant qu'il a obtenu le titre de sauveur, il est devenu un simple travailleur. Mais le protagoniste ne sait même pas comment affronter les autres héros après cette humiliation, car aucun super-humain ne s'est éveillé et aucun extraterrestre n'est apparu ici. Alors, il se dit qu'il doit accepter qu'il est peut-être dans une autre version de la Terre, dans un autre univers. Finalement, le fait que l'invasion n'ait jamais eu lieu est une bonne chose pour les gens ici. Même s'il est déçu que tous leurs efforts aient été vains, il dit qu'il profitera au moins de la paix. Mais alors, son téléphone sonne et il reçoit des notifications indiquant que son loyer est dû et qu'il est désormais un travailleur ordinaire.
La paix n'est pas une option. De retour chez lui, sa sœur Li-Jan gronde le protagoniste qui ne comprend rien. Elle se plaint car ces derniers mois, le protagoniste était sans emploi et a quand même dépensé de l'argent pour se préparer à l'invasion extraterrestre. Sa sœur poursuit en disant que leurs parents s'inquiètent pour lui depuis 15 jours. Il a soudainement commencé à courir partout en disant que le monde finirait. Le protagoniste pense qu'il ne pouvait pas savoir que le monde irait bien, alors il s'est préparé. Ensuite, un flashback montre Cabna expliquant au protagoniste son plan pour revenir dans le passé. Il lui a dit de rassembler autant d'argent et de provisions qu'il pouvait et que cela n'avait pas d'importance de dépenser de l'argent, car personne ne viendrait le récupérer à la fin du monde. Mais pour le meilleur ou pour le pire, le monde n'a pas pris fin, alors maintenant il devait trouver un moyen de rembourser sa dette. Sa sœur lui dit d'arrêter ce boulot dans la construction qu'il a pris et lui demande de l'aider avec ses diffusions en direct puisqu'elle est streameuse et elle dit qu'elle le paiera même. Le protagoniste taquine la fille, mais elle dit qu'elle a besoin de quelqu'un pour jouer à des jeux avec elle. Il essaie de refuser, disant qu'il n'a jamais joué à des jeux vidéo, mais elle répond que comme il est bon en sport, il s'adaptera vite et qu'il est le seul à qui elle peut demander. Le protagoniste hésite, disant que les streamers ne gagnent pas vraiment beaucoup. Mais sa sœur montre son téléphone et dit qu'en quelques mois de streaming, elle a gagné 15 millions de wons, soit environ 60 000 airs, et qu'elle lui en donnera la moitié. En entendant cela, le protagoniste accepte et commence à jouer à un jeu VR avec sa sœur, devenant son serviteur et l'appelant maître. Il se connecte dans le jeu et le narrateur explique que c'est un jeu où l'on cultive des ennemis pour des ressources. C'est un jeu de combat style Dark Souls, connu pour être impitoyable avec les débutants. Ils y entrent avec sa sœur, ayant un avatar personnalisé. Dans le jeu, ils pénètrent un manoir et le chat taquine sa sœur, qui a peur. Le protagoniste trouve que cette maison semble parfaite pour une sieste. Ils continuent à s'enfoncer dans le manoir, tandis que le chat commande ce qu'ils font, jusqu'à ce qu'un écran apparaisse soudainement devant eux, expliquant l'histoire du jeu, ce qui bien sûr effraie la sœur du protagoniste, puisqu'elle est une vraie peureuse. Le protagoniste s'impatiente avec l'écran et le ferme, sautant ainsi le tutoriel, ce qui agace sa sœur car c'est un jeu difficile. Il s'excuse, disant qu'il a cliqué sur tout sans réfléchir. Sa sœur se plaint, disant qu'elle n'aurait pas dû faire confiance à un débutant, mais le chat continue de la taquiner en disant qu'elle était aussi débutante dans ce jeu. Elle commence alors à demander des conseils au chat, et elle reçoit même quelques conseils utiles, mais le plus important est de ne jamais choisir le mode réalité, et lorsque la scène coupe, le protagoniste avait justement choisi ce mode. Bien sûr, cela rend sa sœur encore plus furieuse et le protagoniste explique qu'il essayait juste d'ouvrir la poignée et a cliqué par erreur. Elle panique car elle avait reçu un don pour finir le jeu dès sa première tentative, mais maintenant elle ne pourrait pas y arriver. Mais le chat la soutient et commence à faire des dons pour lui donner plus de défis, ce qui motive les deux frères et sœurs à terminer le jeu du premier coup. Le chat continue de les taquiner en disant qu'ils font tout pour l'argent et qu'ils prennent des airs sérieux comme des personnages de JoJo. Ils entrent alors dans la maison et la première chose qui se passe est que quelqu'un tombe du plafond, effrayant les deux, et le chat leur dit de vérifier si le corps a des objets. Ils trouvent un pistolet et une hache et décident de continuer dans le manoir. Soudain, un monstre leur saute dessus. Le chat dit que cette créature est connue pour stopper les débutants, mais le protagoniste montre qu'il était guerrier dans le futur et stoppe l'attaque d'une main, laissant le chat stupéfait. Il parvient à frapper un des membres de la créature avec la hache et l'utilise pour frapper le monstre, le terrassant en un seul coup. Puis d'autres apparaissent et se précipitent vers le protagoniste, qui commence à tous les vaincre facilement avec sa hache. Après les avoir tous vaincus et laissant le chat complètement confus, le protagoniste demande si sa sœur va bien, mais comme son visage était sali par les restes de l'ennemi, cela effraya la fille et par réflexe, elle l'attaqua. Elle finit par accidentellement vaincre son frère, ce qui échoue leur mission, et le chat rit de l'échec des frères et sœurs, ce qui lui rapporte au moins quelques dons. Quelque part dans le monde réel, un garçon célèbre pour maîtriser les jeux difficiles, nommé Black Rick, apprend que le protagoniste a vaincu un monstre puissant. Il admet que même lui ne pourrait pas le faire en mode réalité et commence à en savoir plus sur le protagoniste en revenant aux frères et sœurs. Ils réapparaissent à l'entrée du manoir et la fille s'excuse pour son erreur. Le protagoniste, sérieux, dit que c'est sa faute car il aurait dû réfléchir avant de donner un pistolet à une idiote comme elle. Puis il dit que dorénavant, elle n'a qu'à le suivre s'ils veulent accomplir la mission, et la fille doute de lui, disant qu'il est fichu sans son aide. Mais la scène coupe et on voit le protagoniste courir avec elle dans ses bras, tranchant tous les ennemis d'une main. La fille est choquée par la puissance de son frère et le chat continue de la taquiner. Le protagoniste dit qu'à partir de maintenant, il s'occupera du combat et de tout le reste, et qu'elle doit juste rester là, à l'encourager et ne pas se mettre en travers de son chemin, ce qui agace la fille. Malgré les plaintes de sa sœur, il s'aventure plus loin dans la maison jusqu'à ce qu'il rencontre Amenibos. Jen prend peur et pousse le protagoniste vers le monstre, ce qui le rend furieux, et il manque de se faire toucher et vaincre, mais parvient à s'échapper. Le protagoniste continue alors à combattre le monstre, mais il ne semble pas avoir de difficultés. Il dit même que comparé au monstre qu'il a affronté dans le futur, celui-ci n'a rien de spécial. Pourtant, l'ennemi est très coriace. La lame du protagoniste ne peut pas percer sa défense et il essaie même de l'attraper avec sa main géante. Mais en réalisant cela, le protagoniste décide d'utiliser son pied pour forcer la lame à pénétrer dans le géant.
À la fin, il parvient à vaincre le géant, le laissant inconscient sur le sol après l'attaque. Cela laisse à la fois le chat et sa sœur complètement stupéfaits par la force du protagoniste. Il dit qu'en fait c'était très facile, et le chat doute qu'il soit un débutant, lui demandant de montrer son écran de statut. Le protagoniste montre l'écran et tout le monde est surpris que malgré le peu de temps qu'il a joué, il ait un niveau de statut de 134, ce qui est supérieur à celui des athlètes professionnels. De plus, ces statistiques approchent la limite maximale qu'un humain peut atteindre et sont presque un record mondial. Le protagoniste réalise que son entraînement pour la fin du monde a finalement servi à quelque chose, mais c'est à ce moment-là que tout le monde est interrompu par un don de Black Rick, ce qui surprend tout le monde puisque le garçon a été le premier joueur à découvrir une route secrète dans le jeu. Le chat dit que normalement dans l'histoire du jeu, ce mini-boss que le protagoniste a battu est censé être très dur, donc les joueurs perdraient et seraient capturés. Blackrock a été le premier à vaincre le boss après 7 essais, débloquant ainsi un itinéraire secret dans l'histoire. Le protagoniste entend cela et se moque du garçon, disant que s'il lui a fallu autant de temps pour gagner, il n'est probablement pas très bon au jeu. En entendant cela, le garçon se met en colère, mais dit que même en tant que débutant, Doyok a réussi à battre le boss, alors il lui lance un défi. La sœur demande quel est le défi, et Black Rick propose 1 million de wons pour que le protagoniste termine le jeu en solo en utilisant uniquement la hache. Le chat doute de ses capacités, car le jeu a beaucoup de boss difficiles et cela semble presque impossible. Le garçon se rend compte qu'il est peut-être allé trop loin et propose même un défi avec de meilleures armes, mais le protagoniste, toujours impulsif, clique dans les menus et accepte par erreur le défi de la hache. Sans autre choix, il se met immédiatement en route pour terminer le reste du jeu, emmenant sa sœur avec lui. Le premier boss qu'il rencontre est un monstre géant qui utilise une tronçonneuse pour attaquer. Blackrock dit que foncer contre cette tronçonneuse mène à une défaite certaine à cause de ses schémas d'attaque complexes. Les joueurs optent souvent pour une stratégie de groupe où l'un étourdit le boss avant que l'autre n'attaque. Mais le protagoniste ignore ces stratégies et attaque, disant qu'à son époque, ils se battaient avec leurs dents sans armes. Il dit que sans solution, ils en créaient une, étant le chasseur ayant vaincu le plus d'ennemis dans son groupe. Un jeu Mickey D de moins de 5 ans ne pouvait pas rivaliser avec ses 20 ans de conflit. Il attaque les jambes de l'ennemi, disant que si un ennemi était rapide, il suffisait de couper sa source de mobilité et après avoir détruit sa mobilité et son équilibre, il est temps de porter le coup final. Il parvient ensuite à renverser l'ennemi et dit qu'en fin de compte, tous les monstres humanoïdes ont la même faiblesse, le coup. Il charge à nouveau l'ennemi, mais juste au moment où il semble que le coup va porter. Le monstre bloque la hache avec son bras. Il se prépare ensuite à frapper le protagoniste avec une tronçonneuse, tandis que sa sœur regarde impuissante de loin. Le protagoniste saute alors pour esquiver l'attaque et commence à échanger des coups avec le boss, qui continue d'augmenter sa défense. Mais pour Doyok, si la défense de l'ennemi augmente, alors il suffit d'augmenter son attaque aussi. Il déclenche une attaque concentrée qui enfonce la tronçonneuse de l'adversaire dans le sol et la transperce d'un seul coup puissant. Cependant, il a attaqué avec une telle rapidité qu'il n'a pas pu s'arrêter à temps et s'est retrouvé face contre un mur. À la fin, l'ennemi a été vaincu, et la sœur du protagoniste apparaît pour le féliciter de sa victoire. Le chat demande comment Doyok a réussi tout cela, et il explique qu'il suffit de briser l'équilibre de l'ennemi et le reste est facile. L'expérience de combat du protagoniste dans le monde réel l'aide à reconnaître rapidement les schémas d'attaque de l'ennemi et à les esquiver. Mais le chat continue de le taquiner, lui disant d'essayer d'esquiver une balle, puisqu'il a été touché par sa sœur lors de la dernière mission. Mais le protagoniste ne comprend pas la blague. La fille trouve alors un passage vers la zone suivante et il décide de le suivre. En route, il découvre une hache et il se vante car dans le futur, il utilisait aussi des doubles haches. Mais un groupe de zombies surgit et ils semblent encerclés. Pourtant, Do attrape sa hache et fonce sur eux, les abattant tous avec aisance, impressionnant même le chat alors qu'il esquive. Do-hyuk continue de donner des conseils au chat comme si c'était la chose la plus facile du monde, même s'il est un surhumain. Le chat remarque que plus de zombies apparaissent que d'habitude dans cette zone du jeu, et avec cela, Do-hyuk se rend compte qu'il va devoir se donner à fond maintenant. Il commence à tourner, tranchant tous les zombies autour de lui. Après avoir tourné autant et éliminé plusieurs zombies, il devient étourdi et doit s'arrêter un moment. Le chat dit qu'il n'est pas encore habitué au mouvement en VR et qu'il doit avoir le mal des transports. Il lui conseille de laisser ce jeu et d'essayer Rise of Valhalla. Le MC voulait savoir quel type de jeu c'était, mais sa sœur l'interrompt et dit qu'elle a trouvé plus d'indices sur les monstres du jeu actuel. Elle mentionne que c'est dur à lire, mais que cela aidera déjà beaucoup, alors elle commence à expliquer ce qui était écrit dans le carnet. Elle a trouvé dans ce jeu. Les monstres changent à cause d'un champignon et le remède pour ce champignon est dans une remorque à l'extérieur du manoir. Elle dit qu'ils peuvent prendre l'objet et utiliser les arroseurs du manoir pour diffuser le remède et affaiblir les mutants. Le chat avertit qu'il vaut mieux qu'il fasse cela sinon le prochain combat sera impossible. Mais le MC dit que même sans cette stratégie, ce sera quand même facile pour lui. Sa sœur lui demande d'y réfléchir un peu, car s'il perd, ils devront tout recommencer. Mais Blackheart fait un don et les met au défi de battre le boss sans utiliser le remède. Et comme ils sont mercenaires dans l'âme, ils n'hésitent pas et acceptent le défi.
Une trappe s'ouvre devant eux, et les frères et sœurs sautent aussitôt. Ils atterrissent dans un égout, et le protagoniste se remémore comment il se cachait des extraterrestres dans les égouts à l'avenir. Un rat surgit, effrayant la sœur, mais Do-hyuk pense déjà à comment le cuisiner pour plus tard. Puis des rats géants enragés se mettent à charger. Le protagoniste devient très heureux de tout cela maintenant qu'il a de la nourriture en réserve, alors il commence à découper tous les rats un par un avec un sourire sur le visage. Il oublie même qu'il est en direct et essaie de manger ce qui reste d'un rat, mais sa sœur lui dit d'arrêter ce comportement dégoûtant. Soudain, quelque chose frappe le morceau de viande de rat dans la main du protagoniste, le laissant perplexe un instant. Et quand il lève les yeux, il y a deux énormes géants avec des tentacules à la place des bras. Ils s'appellent Chaos et ce sont des boss de fin de jeu qui peuvent se régénérer. Le chat dit que ce boss ne devait pas apparaître ici, et sûrement pas d'eux, donc la difficulté a soudainement augmenté de façon inattendue. Mais le protagoniste se moque complètement des deux géants. Il veut juste attraper plus de rats pour faire un barbecue avec eux. Il se fâche contre les géants parce qu'ils lui ont fait perdre sa nourriture et dit qu'il va les abattre. Puis le combat commence et les géants chargent le protagoniste. Et sa sœur dit que le jeu doit se moquer d'eux, en mettant tout le temps des boss difficiles. Black Rick explique que le mode réalité qu'ils ont choisi au début du jeu augmente la difficulté en fonction des statistiques du joueur. Et comme les statistiques de Do-hyuk sont très élevées, le jeu a décidé d'augmenter considérablement la difficulté. Le protagoniste reçoit un coup direct des géants. Pourtant, il continue de se battre et d'esquiver, disant que tout va bien et que le jeu devient enfin intéressant. Le chat explique que peu importe le nombre de fois qu'il attaque, les KO peuvent se régénérer très rapidement, et lorsque le protagoniste en frappe un, ils contre-attaquent en libérant un gaz toxique de leur bouche. Ce gaz inflige un statut de poison à tous les deux, et la sœur dit qu'ils n'ont que 10 minutes avant d'en finir. Même ainsi, le protagoniste continue de se battre tandis que le chat est choqué par la difficulté du combat. Do-hyuk dit que peu importe s'il se régénère, il suffit de continuer à attaquer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus guérir. Même après avoir été frappé à la tête, les géants continuent de bouger comme si de rien n'était, et l'un d'eux commence à se diriger vers la sœur du protagoniste. À ce moment, quelqu'un dans le chat explique qu'ils se régénéreront tant que leur noyau n'est pas détruit, ce qui donne une idée au protagoniste. Il esquive une attaque et donne un coup de pied puissant à l'un de leurs visages, renversant le géant en arrière. Ensuite, il grimpe sur la poitrine de la créature et sort ses deux haches en déclarant que si la cible est le cœur, alors c'est le seul endroit qu'il attaquera dorénavant. Alors qu'il cherche le cœur, l'autre géant saute pour essayer de l'attaquer par derrière et il semble qu'il ait pris un coup direct des griffes du géant, et sa sœur s'inquiète qu'il soit fini cette fois. Mais quand la scène change, on voit que le protagoniste a esquivé et que le géant a enfoncé ses griffes dans la poitrine de son partenaire. Après avoir piégé et vaincu son allié, le géant restant est furieux contre le protagoniste et se précipite vers lui. Mais cette fois, Do-hyuk est prêt et tranche le géant de haut en bas avec sa hache. Il atteint le cœur de la créature et la fait s'effondrer au sol, déjà vaincu. Après ce combat, le chat s'enflamme, certains disant même qu'ils veulent être comme lui et manier une hache en duo aussi. Ils reçoivent une notification indiquant qu'ils ont terminé la mission et sa sœur, qui n'est pas dupe, demande si personne dans le chat ne veut faire un don. Après cette bataille légendaire, le chat fait des dons et elle remercie, disant qu'elle utilisera l'argent pour acheter de la nourriture pour son frère. Le protagoniste n'arrive même pas à croire qu'ils ont gagné autant. Sa sœur demande alors ce qu'ils vont faire maintenant que la mission est terminée et s'il veut continuer à jouer. Mais le protagoniste dit qu'il joue déjà depuis 8 heures et qu'il commence à perdre sa concentration, en plus du vertige dû au fait que c'est sa première fois en VR. Le chat dit que ça suffit pour aujourd'hui et le protagoniste dit au revoir, promettant d'aller encore plus loin la prochaine fois. Enfin, sa sœur termine le stream. Il quitte le jeu et Blacker se demande qui est le protagoniste et ce qu'il pourrait accomplir avec une telle force dans d'autres jeux. Le garçon dit que peu importe le jeu, ce gars-là serait un succès retentissant et c'est pourquoi il doit absolument amener Do-hyuk de son côté. La scène se coupe ensuite à la nuit tombée chez le protagoniste. Sa sœur lui demande comment il a réussi à faire tout ça dans le jeu. Elle commence à jouer avec une poêle et manque de le frapper. Et le MC se plaint que c'est exactement pour ça qu'elle ne peut pas avoir de petit ami. Cela la fâche et elle dit qu'elle peut avoir un copain quand elle veut. Mais le protagoniste lui demande pourquoi elle est toujours célibataire, ce qui l'agace encore plus. Elle revient sur le jeu et dit que son frère avait l'air fou, battant tous ces monstres comme s'il l'avait déjà fait. Le protagoniste dit qu'il a juste continué à agir et que tout a marché. Mais sa sœur se souvient qu'il avait de bons réflexes depuis l'enfance. Elle se rappelle d'un jour où ils ont vu une voyante qui a dit que le protagoniste sauverait le monde. Les parents du MC ont cru la voyante et voulaient qu'il devienne un général influent dans le gouvernement mondial. Mais le prof d'éducation physique a dit que Do-hyuk n'était pas très futé et qu'il brillerait plus en se concentrant sur le sport. Sa sœur est d'accord avec le prof, disant que son frère aurait pu gagner plein de médailles s'il était devenu athlète et qu'aujourd'hui leurs parents regrettent cette décision. Elle demande si le protagoniste veut commencer à diffuser lui-même vu son excellente performance. Il hésite, mais la fille dit qu'avec son jeu d'aujourd'hui, il n'aurait même pas besoin de parler. Son gameplay seul attirerait une foule. Il y pense un peu et se rappelle combien de fois il a dû lutter pour sa vie et que dans le jeu, il ressentait une excitation semblable à celle-là.
Pour lui, la vie professionnelle ordinaire devenait ennuyeuse et il ne supportait plus de travailler dans la construction. Mais jouer à ce jeu suffisait à le sortir de cette routine monotone et enfin le rendre satisfait de la vie. Il regrette encore sa vie d'avant, et même avec tout ça, il doit réfléchir davantage car les jeux ne paient pas ses factures. Mais sa sœur dit que juste avec la petite session d'aujourd'hui et les dons de Black Rick, il a déjà gagné 3 millions de won. Il est sans voix en entendant cela, et il réalise que s'il a gagné tout ça en une journée, il pourra rembourser sa dette rapidement à ce rythme. Il est d'accord, et comme sa sœur couvrira les autres dépenses dont il a besoin, il décide de faire tout ce qu'elle lui dit. De bonne humeur, elle décide de l'aider. En vérifiant son téléphone, elle voit quelque chose d'inattendu. BlackRock lui a envoyé un message privé, ce qui est incroyable pour sa sœur, car c'est un streamer célèbre. Peut-être qu'il veut collaborer avec le MC. Au début, il envisage de refuser, mais sa sœur insiste pour qu'il accepte, car une collaboration avec Black Rick boosterait ses vues. Le protagoniste se plaint, disant qu'il ne veut pas collaborer avec un gars juste parce qu'il a donné de l'argent, et qu'il préfère collaborer avec des filles. Sa sœur se demande alors si elle ne devrait pas en finir avec lui immédiatement à cause de sa bêtise. Le jour suivant, ils reçoivent des capsules de réalité virtuelle. Le protagoniste arrive avec le visage endommagé. Il croyait que c'était une autre collaboration dont sa sœur discutait, ce qui l'a mise en grande colère. Après avoir dissipé le malentendu, il décide de commencer à streamer et d'utiliser l'argent de sa sœur pour acheter une grande capsule moderne. Il dit que sa sœur est un peu rude, mais qu'elle a un bon cœur, alors il promet qu'il économisera beaucoup d'argent et lui achètera plein de cadeaux. Le protagoniste se connecte ensuite au jeu, mais cette fois-ci, il joue en mode standard et non en mode réalité. Il dit qu'il cherche un jeu qui peut satisfaire son désir de combat, car le dernier jeu n'a pas réussi à le faire. En cherchant les jeux, il voit qu'ils sont tous chers, alors il cherche des moins chers. Il trouve un vieux jeu de combat qu'il aimait jeune et s'enthousiasme car une version VR existe. Alors il l'achète car il est très bon marché et se fait téléporter dedans. Le jeu lui demande d'entrer un pseudonyme et il choisit un nom étrange qu'il utilisait enfant, nommant le personnage « Combien ça coûte ». La première chose qu'il fait en entrant est de tester le niveau de force de son corps en frappant le sol et en brisant tout autour de lui. Il est dans une salle d'entraînement pour les jeux de combat et commence à tester toutes sortes de techniques. Il sait que le manhwa ne l'avait pas expliqué auparavant, mais il y a une différence entre le mode réalité et le mode jeu qu'il utilise actuellement. En mode réalité, vous contrôlez votre personnage librement, mais en mode jeu, vous entrez des commandes et le personnage se déplace automatiquement pour exécuter la technique. Il a testé ses compétences et a remarqué quelques limitations, mais il reste au-delà des limites humaines. Il réalise qu'il s'est assez entraîné et demande à l'ordinateur de le mettre dans un match classé pour tester un vrai combat. L'ordinateur dit qu'il n'a pas encore un niveau assez haut pour les classer, alors il demande plutôt de trouver une salle publique. En attendant que l'ordinateur trouve une salle, il choisit le personnage qu'il va utiliser. La scène change et on voit une autre streameuse battre son adversaire d'un coup. Elle s'appelle Arang, la princesse de l'épée, une streameuse célèbre et l'une des meilleures joueuses des tournois Ultimate Fighter. Le chat partage son parcours, ce qui la met légèrement mal à l'aise car elle mentionne qu'elle a cessé de jouer professionnellement depuis un certain temps. Elle explique qu'en fin de compte, Ultimate Fighter est presque en train de disparaître car tout le monde abandonne le jeu pour se tourner vers Iron Fist. Harim demande à l'ordinateur de lui trouver un match classé car cela fait un moment qu'elle n'a pas joué à Ultimate Fighter. L'ordinateur trouve quelques matchs mais ils vont tous prendre un peu de temps avant de commencer. Pour ne pas casser le rythme du stream, elle choisit une salle publique car les classés sont durs à trouver. Le chat fait des dons, lui demandant de gagner 5 matchs d'affilée, et elle plaisante en leur disant d'être indulgent. Le chat rétorque que, avec la baisse de popularité du jeu, les salles publiques sont désormais pleines de vétérans très forts. Ces joueurs s'en servent pour s'amuser avec les débutants, et même Arang a déjà été battu par l'un d'eux. En entendant cela, la fille s'énerve et dit que c'est juste parce qu'elle n'utilisait pas son perso principal. Elle change pour sa tenue alternative et dit qu'ils vont voir à quel point elle est forte. L'ordinateur crée une salle nommée « Débutant seulement » pour attirer des joueurs faibles pour elle. Elle apparaît ensuite au milieu d'un volcan que le chat décrit comme un niveau classique du jeu. Son adversaire est classé platine et joue Uken, connu pour sa facilité d'utilisation et ses lourds dégâts, ce qui en fait l'un des plus populaires du jeu. Le combat débute, et il attaque avec un coup direct entouré de flammes sombres. Arang dit que c'est la meilleure stratégie contre un mage comme elle. Rester aussi proche que possible. Elle recule et commence à charger un sort pour garder ses distances. Mais au lieu de lancer un sort normal, elle jette simplement son bâton au visage de son adversaire qui demande quel genre de magie c'est. Mais le bâton n'était en fait qu'une distraction, car elle s'approche immédiatement de lui et le claque violemment au sol. Et cela ne s'arrête pas là, car elle dit que cette attaque était une autre distraction et qu'elle était vraiment en train de charger un sort. Elle attrape le bâton et utilise l'ultime de son perso pour invoquer un géant Mihira et le lancer sur Uken. Sans autre option, le gars encaisse le coup, disant que c'était un peu trop pour lui. Arang se moque du gars, lui disant de dire adieu à son rang platine. Elle gagne la bataille, et le chat dit qu'au final, ce gars n'était même pas si fort. Arang dit qu'elle doit vite obtenir 5 victoires d'affilée et demande à l'ordinateur de trouver un autre joueur. Cette fois, un joueur arrive avec un perso nommé Steve, et le chat plaisante en disant que seuls les débutants choisissent ce perso.
Le joueur commence à s'échauffer pour le combat et personne ne comprend ce qui se passe, mais en fait, il frappait juste le sol de l'arène pour vérifier si la lave était réelle. Arang se demande si c'est vraiment approprié de l'affronter, vu qu'il est surpris par la lave sur la scène. Elle essaie de cacher qu'elle trouve ça amusant, mais décide de juste commencer le combat et d'en finir. Le compte à rebours commence alors que le chat lui suggère d'y aller doucement. Dès le début du combat, le protagoniste se précipite sur elle avec élan. Au début, Arang esquive facilement son attaque, disant que ce n'est rien comparé à la vitesse de Huken. Mais ce n'était qu'une distraction, car le protagoniste parvient à s'approcher d'elle et lui assène plusieurs coups de poing d'affilée sans lui laisser le temps de réagir. Et à la fin, il la bat avec un perfect, sans même réaliser que le match était déjà fini. Le chat est choqué qu'un novice ait battu une vétéran avec un perfect, mais le protagoniste dit juste qu'il se sentait vraiment bien. Le deuxième round va commencer, et elle revient dans l'arène, disant que ce n'est pas fini. Le chat, comme d'habitude, la taquine, mais Arang dit qu'elle a perdu juste parce qu'elle a baissé sa garde. Arang pense qu'il est un vétéran déguisé en novice, et le chat admet qu'il joue bien la comédie. La fille dit que cette fois, c'est sérieux et choisit son personnage principal, celui qui l'a rendue célèbre comme princesse de l'épée quand elle était pro. Elle se dispute un peu avec le chat qui dit qu'elle sort son personnage principal après un parfait, mais elle affirme que maintenant elle va gagner honnêtement. La fille dégaine son épée et dit qu'elle va se battre sérieusement, alors il ferait mieux de commencer à offrir leurs condoléances au protagoniste car il en aura besoin. Le compte à rebours pour le combat reprend et Arang s'interroge sur son identité, car il ne peut sûrement pas être du rang Beyond Heaven. Au mieux, peut-être diamant. C'est le rang maximal dans le jeu et seulement 100 joueurs l'ont atteint, elle incluse. Comme le style de combat du protagoniste diffère de ce qu'elle voit habituellement dans Ultimate Fighter, elle pense qu'il pourrait venir d'un autre jeu. Le compte à rebours finit et elle fonce sur lui, disant qu'elle va lui montrer la vraie signification du contrôle. Doyok évite la première attaque et se prépare à riposter avec un coup de poing fort. Arang dit que cette fois, elle est prête, mais avant qu'elle ne frappe, le protagoniste lui attrape la main, bloquant son épée, et elle reçoit encore une série de coups directs du protagoniste et comprend que c'est déjà fini pour elle. Encore une fois, le protagoniste gagne avec un parfait. Le chat ressent même un déjà-vu en voyant tout se répéter. Arang ne renonce pas et demande à l'affronter encore, mais le résultat reste le même et elle continue de perdre de la même façon. Doyok l'a déjà battue 5 fois de suite, et pourtant elle continue de revenir pour se battre. Il dit qu'au début, c'était facile de la battre quand elle utilisait le personnage de mage, mais elle lui a donné un peu de fil à retordre une fois qu'elle a commencé à utiliser l'épée. Le protagoniste a choisi le mode jeu plutôt que le mode réalité pour tester les attaques spéciales, mais en sautant le tutoriel, il n'a pas appris à les utiliser. Il voulait ressentir ce que c'était que de retrouver ses pouvoirs, et dit que la prochaine fois, il ne sautera plus les tutoriels du jeu. Arang répond enfin, et il lui dit qu'elle a très bien joué la dernière fois, en lui demandant quelle est sa terreur. Elle est très irritée par cette question et commence à crier, mais aucun son ne sort. Il pense qu'elle a peut-être coupé le son du jeu pour mieux se concentrer, mais ensuite, il reçoit plein de demandes de revanche de sa part. Tous ensemble, le protagoniste les ignore et dit qu'il doit se déconnecter pour chercher comment utiliser les techniques spéciales dans ce jeu. Arang essaie de lui parler, mais comme il ne peut que lire sur ses lèvres, il pense qu'elle lui demande son pseudo. Mais le souci, c'est que le pseudo du protagoniste est « Combien ça coûte ?» Quand il le dit, la fille est perplexe et encore plus furieuse. Elle désactive finalement le mode muet pour lui parler, mais c'est trop tard, il s'est déjà déconnecté. Elle reste là, jurant de se venger. Le chat rappelle qu'il y a une fonctionnalité par défaut qui coupe le micro pour les débutants, donc il n'a rien entendu d'elle pendant le combat. Elle dit que c'est impossible qu'il soit débutant, car il a esquivé sa technique spéciale, et tout le monde ne peut pas faire ça sans connaître le mouvement. Elle soupçonne qu'il est soit un pro à la retraite qui la cherchait, soit un joueur légendaire de l'âge d'or du jeu. Le chat demande s'il n'est pas le joueur légendaire Anatole, qui était connu comme le meilleur parmi les pros de l'âge d'or, mais Arang dit que ça ne peut pas être lui parce qu'Anatole suit strictement des schémas d'attaque et que le protagoniste n'a suivi aucun schéma. Il a simplement réagi à ses attaques. Emmanuelle remonte un peu pour montrer ce qu'elle disait, alors que le protagoniste ne pouvait pas entendre sa voix. Elle affirme qu'il est impossible qu'il ne la connaisse pas, car personne d'autre sur ce serveur ne joue Arang à part elle, mais comme le protagoniste ne peut pas l'entendre, il l'ignore. De retour au présent, elle dit qu'elle va découvrir qui il est et le faire quitter le jeu pour toujours, et le chat la taquine en disant qu'elle est amère à cause de la défaite. Quelques heures plus tard, Doyok se reconnecte au jeu et demande à l'ordinateur d'afficher son historique de match. Le protagoniste a déjà gagné 14 fois et n'a pas perdu une seule fois, et dit qu'à part le premier combat avec Arang, tous les autres étaient assez faibles et ont commis des erreurs basiques. Il a atteint le rang diamant. Il ne lui reste donc que 2 niveaux pour atteindre le sommet. Il espère y trouver des adversaires plus forts, car le jeu est plein de débutants. Mais s'il ne trouve personne, il décide d'ajouter au moins une personne qu'il a déjà vaincue et choisit Arang. Il envoie la demande d'amis et attend qu'elle accepte, mais sa sœur l'interrompt en disant qu'il est temps de commencer le stream de ce jeu d'horreur précédent. Doyok entre dans le jeu d'horreur et le chat se plaint déjà de leur retard, mais au moins ils le reconnaissent comme le gars à la hache. Le protagoniste ne comprend pas d'où vient sa renommée, mais Géon dit que ses vidéos font le buzz sur les forums et que tout le monde l'a vu combattre lors du dernier live.
Elle dit à son frère de se préparer et de prendre sa hache car le spectacle va commencer. La scène passe vite à Haerim qui reçoit la demande d'amis de Dohyuk, sauf qu'il a modifié son nom pour la provoquer, ce qui l'a fait exploser de rage. De retour au protagoniste. Il a l'impression que quelqu'un parle mal de lui, mais décide de l'ignorer et de continuer à jouer au jeu avec sa sœur. Ils arrivent devant une porte de boss et Jeanne dit que cette fois, elle a lu les instructions du jeu. Alors elle ouvre le passage en appuyant sur une brique du mur. En avançant dans le manoir, ils arrivent à une immense porte. Jean dit que le boss est derrière et il voit plusieurs zombies dans la pièce. Le chat dit qu'ils sont les portiers de la salle du boss, qu'il est censé y avoir un monstre puissant parmi eux et qu'il n'y en a pas. À la place, il y a une femme en fauteuil roulant au milieu de la pièce, et encore une fois, le chat commence à paniquer parce qu'elle n'est pas censée apparaître si tôt. Jeanne l'appelle Chloé et dit qu'elle est la mère de tous ses ennemis. Dohyuk dit qu'en se basant sur sa réaction, elle doit être la première personne à avoir été infectée et transformée en zombie. Il réalise qu'elle contrôle les zombies, ce qui lui rappelle un ancien ennemi affronté dans le monde réel. Le protagoniste se souvient qu'à l'invasion extraterrestre, la Chine s'est divisée en 6 pays et dans l'un, un homme se comportait en roi. Cet homme donnait des capacités aux autres comme une infection, les faisant obéir. Il a utilisé ce pouvoir pour combattre Chen Tao, le chasseur le plus fort de Chine. Mais il a été battu par Chen Tao, ce qui a montré au monde que les chasseurs transcendés étaient immunisés contre le poison et les toxines. De retour au présent, Dohyuk devient nostalgique et demande si c'est vraiment le chef des zombies. Le chat dit que, selon l'histoire du jeu, cette femme était la femme du protagoniste, ou plutôt son ex-femme. Jaeon explique que si vous mettez trop de temps à finir le jeu, l'épouse est prise par l'infection qui la fait vieillir, mais elle dit aussi qu'ils ont été rapides et qu'elle n'était pas censée se transformer en zombie aussi rapidement. Le chat rappelle qu'ils n'ont pas diffusé le remède chez les zombies la dernière fois, expliquant peut-être sa transformation rapide. Dans le parcours initial, ils devaient utiliser les arroseurs pour répandre le remède, ralentissant l'infection, mais à cause du défi de Black Rick, ils ne l'ont pas fait. À cause du capitalisme, ils ont sauté une partie clé, et maintenant la difficulté du jeu est au maximum. Le chat dit qu'avec leur progression, ils auraient pu trouver un vaccin pour soigner Chloé, et Dohyuk se sent mal de l'avoir laissé ainsi. Le protagoniste dit que c'est une histoire étrange, mais Jiun répond qu'au final c'était quand même la faute de Chloé, car c'est elle qui a propagé l'infection. Jian commence à raconter l'histoire. Chloé était une chercheuse d'une organisation qui voulait créer une arme biologique. Elle a volé l'échantillon de cette arme et a essayé de s'enfuir pour le vendre à une organisation rivale. En chemin, Elab a été attrapée et emprisonnée, mais lors de l'évasion, Elab a été infectée par l'échantillon. Dohyuk demande si cela signifie qu'ils doivent juste la vaincre pour finir le jeu, et Jeon dit que c'est exactement ce qu'ils doivent faire. Il prépare sa hache et demande à sa sœur d'ouvrir la porte parce qu'il va y aller à fond contre elle. Elle appuie sur le bouton, et tandis que le chat est surpris qu'ils affrontent déjà le boss final, le protagoniste se précipite dans la pièce. Dohyuk entre dans la pièce, brandissant ses haches, et dit qu'il va débuter le spectacle tant attendu. La horde de zombies se précipite sur le protagoniste, qui dit que si c'est leur meilleure défense, alors le boss sera un jeu d'enfant. Les zombies attaquent de manière incessante, et le chat remarque qu'une seule morsure pourrait contaminer le protagoniste. Le boss observe depuis le centre de la horde de zombies, attendant patiemment l'assaut du protagoniste. Il continue à tous les vaincre, et le chat dit qu'il n'a même pas encore utilisé sa technique de tranche tourbillon. Le protagoniste dit que même pour lui, utiliser ce mouvement plusieurs fois en mode VR est épuisant. Le chat trouve mignon qu'il ait le vertige avec cette technique, car il n'est pas habitué à la VR. Après un moment à combattre, il se lasse de battre des zombies et décide de foncer sur le boss final, sautant par-dessus tous. Mais nous voyons que lorsqu'il saute et s'approche pour porter le coup final à la reine zombie, elle se lève de son fauteuil roulant et pousse un cri qui fait exploser tout autour d'elle. Le protagoniste ne peut esquiver l'attaque et est projeté dans les débris. La scène change, montrant qu'elle a détruit la moitié du manoir d'un coup. Le chat remarque qu'il y a quelque chose d'étrange dans le tas de zombies qui ont été projetés lors de l'explosion, puis la main du protagoniste apparaît dessous le tas. Il a réussi à se cacher de l'attaque en se plaçant sous les zombies. Puis il se lève avec sa sœur et dit qu'il a à peine réussi à s'échapper. Il a utilisé les zombies comme bouclier, et grâce à cela, tous les zombies ont été vaincus, ne laissant que leur chef. Dohyuk dit qu'ils doivent juste faire attention à cette attaque de cris et le reste du combat sera facile. Mais le chat dit que ça commence à peine. Et puis la chef des zombies commence à libérer une sorte de boue de ses yeux. Lorsque la scène coupe, nous voyons qu'elle entrait en réalité dans sa deuxième forme, se transformant en une masse de boue vivante. Et comme si ça ne suffisait pas, elle invoque aussi 3 monstres pour se battre avec elle. Ja se plaint, disant que normalement le boss ne devrait avoir qu'un monstre pour l'aider lors de la bataille finale, mais son intelligence artificielle est devenue incontrôlable à ce moment-là. Elle reçoit un don d'un membre du chat, prétendant être un âgé en colère, ce qui effraie la fille, mais c'était parfaitement synchronisé. Le chat commente que s'ils étaient une IA, et voyant quelqu'un finir le jeu avec juste 2 haches, ils seraient en colère aussi. Jeanne demande comment ils vont gérer ces monstres, puisqu'ils peuvent encore devenir invisibles, mais le chat dit qu'il suffit de leur tirer dessus pour faire disparaître l'invisibilité. Mais ensuite, il se rappelle que le protagoniste poursuit son défi de finir le jeu avec seulement 2 haches, donc il ne peut pas tirer. Alors, il propose que Gien gère les tirs.
puisqu'elle a une arme depuis un moment, et la fille accepte, disant qu'elle a laissé tout le travail à son frère et qu'elle veut aider. Mais le protagoniste se souvient du tir reçu en plein visage la première fois et casse le pistolet de la fille, lui disant d'oublier ça. Il dit que le mieux qu'elle puisse faire est de ne pas gêner, et elle répond que c'était juste une petite erreur et qu'elle voulait juste aider cette fois-là. Comme d'habitude, le chat taquine la fille, qui s'agace, disant qu'elle ne voulait pas que ça arrive. Le protagoniste pense qu'après tout, c'est un jeu où il devrait s'amuser, et que sa sœur voulait juste aider. Alors il décide de la laisser aider et lui dit d'utiliser une des grenades qu'il a ramassées plus tôt, mais seulement quand il lui donnera le signal pour la lancer. Le chat se prépare au désastre, mais Jean dit qu'au moins elle sait lancer une grenade, et le protagoniste est d'accord, disant qu'après tout, elle n'est pas bête. Après quelques pics du chat, Do-hyuk dit qu'il est temps de commencer le plan. Il fonce en avant en portant un zombie sur son épaule et dit à sa sœur de se préparer, voyant le protagoniste se donner à fond. Les serpents aidant le chef zombie activent leur mode camouflage et deviennent invisibles. Il donne le signal à Géant de lancer la grenade et elle la lance juste au-dessus de sa tête, manquant de peu le protagoniste. Puis, on voit que la grenade a causé une énorme explosion touchant un serpent. Jean s'excuse car sa main a glissé et c'est pourquoi elle a presque touché son frère avec une grenade. Mais il dit que tout était calculé et qu'il s'attendait déjà à ce qu'elle rate son lancer. C'est pourquoi il a ramassé un zombie qu'il a utilisé comme bouclier. Ensuite, avec plus d'éloges du chat, le protagoniste saisit ses 2 haches et fonce sur les monstres restants. Il continue à se battre et à les attaquer tous sans pitié. L'un d'eux manque de peu de mordre le protagoniste, mais grâce à l'avertissement du chat, il esquive à temps. Le vrai défi arrive quand il tente de frapper un serpent à la tête avec sa hache, mais ça ne passe pas. Cette distraction permet à un autre serpent invisible de le surprendre. On voit que c'était le serpent qui avait pris la grenade plus tôt, mais qui s'est maintenant rétabli. Alors que le protagoniste se défend des attaques, le chat dit que l'invisibilité du serpent disparaît quand ils attaquent ou sont attaqués. Le protagoniste réalise qu'il est dans une situation difficile, mais il sourit car il apprécie enfin un vrai combat. À cause de son attaque, l'un des serpents a les yeux blessés et ne peut plus utiliser son invisibilité, mais les 2 autres sont toujours camouflés. Donc se souvient qu'il a vu des extraterrestres capables de se camoufler en changeant leur structure, et ces serpents ne s'approchent même pas de ce niveau. Il ferme les yeux pour se concentrer et dit qu'il va les finir comme il l'a fait avec ses aliens. Il fonce à toute vitesse vers le boss et les serpents, qui se préparent aussi à attaquer. Sur le chemin, il ressent l'intention des serpents invisibles et se prépare à l'attaque. Il esquive les attaques des 2 serpents, tandis que le chat, même après l'avoir vu se battre souvent, est toujours choqué par la force du protagoniste. Do-hyuk grimpe alors sur la tête de celui aux yeux blessés et se prépare à attaquer. Le serpent hurle de rage. Le chat dit que même ainsi, il n'avait pas réussi à percer la défense du serpent avec la hache, donc il ne peut rien faire maintenant. Même ainsi, le protagoniste pense que si les développeurs ont prêté attention aux détails, il doit y avoir une écaille inversée servant de point faible. Alors il saisit sa hache et frappe directement, parvenant enfin à loger sa hache dans la créature. Maintenant, il concentre toutes ses attaques sur ce point faible et finit par transpercer le monstre d'un coup direct. Le chat loue encore le MC et le boss, voyant cela, devient furieux et utilise ses tentacules pour attaquer. Mais le MC les remarque et les esquive avec habileté, comme s'il dansait. Au milieu de tout cela, il est presque attrapé à nouveau par une morsure de l'un des serpents. Cependant, il tourne sa hache à la dernière seconde et vainc la créature, qui tombe au sol en hurlant de douleur. Mais sa hache finit par se coincer dans la bouche de la créature et il évite de justesse une autre attaque tentaculaire du boss. Il esquive à la dernière seconde et l'attaque touche le serpent, ce qui l'achève définitivement. Mais il reste encore un serpent, fonçant à toute vitesse sur le protagoniste. Le serpent semble l'avoir avalé, et le chat est toujours sous le choc, comme s'il allait vraiment être vaincu par cela. Il réussit à trancher l'ennemi de l'intérieur, affirmant que le point faible majeur d'un monstre reptilien est l'intérieur de son corps, sans écailles. Finalement, il achève le dernier serpent avec sa hache, et reçoit même quelques commentaires flatteurs du chat dans le processus. Mais le combat n'est pas encore terminé. Le boss final, Clo la reine des champignons, est juste derrière le protagoniste et se prépare pour la bataille finale. Do-hyuk ne réfléchit pas à 2 fois et fonce sur l'ennemi, disant que maintenant il est enfin temps de vraiment s'amuser. La bataille commence, et au milieu de plusieurs dons du chat encourageant leur victoire, le protagoniste continue de couper les tentacules avec sa hache. Le combat se termine. Jin apparaît et célèbre car ils ont enfin fini le jeu. Elle remercie tous ceux qui les ont suivis, mais le protagoniste semble mal à l'aise. Il n'avait même pas réalisé que le combat était fini et pense à quel point tout s'est terminé rapidement. Juste quand ça devenait intéressant et que le jeu de combat était plus amusant pour lui. Affronter Harang et ses attaques uniques était bien mieux que ce combat qu'il a à peine remarqué. Il dit que comparé à elle, les schémas des monstres dans ce jeu sont beaucoup trop prévisibles et que c'était bien trop facile. Soudain, ils reçoivent un don de Black Rick, mais cette fois en louant le protagoniste qui remercie le gars et dit qu'il est content de ne pas avoir gâché la mission. Le chat se plaint de Black Rick car il a mis les vidéos des streams de Do-hyuk sur sa chaîne YouTube. Jeanne explique que comme Do-hyuk n'a pas de chaîne, ils ont demandé à Black Rick de poster les vidéos sur la sienne car elle est grande et attirerait l'attention.
Black Rick dit au revoir et dit qu'il attend avec impatience la prochaine collaboration entre les deux. Jean se rend compte qu'elle a oublié de dire au chat qu'il faisait une collaboration avec Black Rick et que la prochaine fois, Doyok jouera avec lui. Le chat est surpris et Doyok dit que cette fois Jan ne participera pas parce que le prochain live ne sera pas sur sa chaîne mais sur la sienne. Il demande quel sera son nom de streamer et le MC dit qu'il n'y a pas encore réfléchi et qu'il envisageait d'utiliser simplement son vrai nom. Le chat lui dit d'utiliser un nom similaire à celui de sa sœur, mais il dit qu'il est hors de question qu'il copie sa propre sœur. Jean demande ce qui ne va pas avec son nom de streameuse, et le MC répond qu'il n'y a rien de mal, c'est un super nom, mais qu'il fait une pose mignonne comme celle de sa sœur et dit que s'il utilise un nom similaire au sien, il devra continuer à se ridiculiser comme ça tout le temps. En voyant cela, sa sœur éclate de rire en voyant à quel point son frère avait l'air ridicule en posant, et le chat dit qu'ils ont assisté à une scène effrayante. Après ce moment embarrassant, il dit qu'il pense qu'il vaut mieux garder le nom Lee Do-hyuk et sa sœur, toujours morte de honte, dit que ses yeux vont fondre après avoir vu ça. Finalement, elle annonce que le lancement du stream de son frère sera le lendemain et invite tout le monde à le suivre. Ils disent au revoir au chat et Doyok remercie tout le monde, espérant les voir sur son stream le lendemain avant de se déconnecter du jeu. La scène passe au lendemain chez BlackRock. Lui et Doyok sont en appel, lisant les commentaires de gens suggérant des jeux à streamers. Le garçon dit que, vu la force physique élevée de Doyok, ils veulent se concentrer sur des jeux basés sur des compétences physiques pour créer du contenu de streaming. Le présentateur demande quel jeu il pense, et le garçon mentionne Rise of Valhalla. Il dit que c'est un jeu sur les Vikings, situé en Angleterre au 9e siècle. Le jeu a reçu beaucoup d'éloges pour son système de combat complexe et ses combats épiques. Le garçon continue en disant que c'est le jeu le plus recommandé sur le forum et demande à Doyok s'il est prêt à y jouer. Doyok demande si ce jeu permet également de choisir entre le mode réalité et le mode jeu, comme le jeu d'horreur auquel ils ont joué, et le garçon dit que oui. Il ajoute que cela semble être le jeu parfait pour Doyok, compte tenu de ce que les gens l'ont vu faire en streaming. Il explique que tous les joueurs n'ont pas la force physique d'un viking, c'est pourquoi presque personne ne joue en mode réalité. Dans ce mode, vous n'avez même pas besoin d'atteindre un boss pour souffrir. Même les gardes normaux peuvent facilement vous battre. BlackRock dit qu'il a souvent perdu à ce jeu et le MC lui demande jusqu'où il est allé. Le garçon dit qu'après plusieurs essais, il a réussi à vaincre un garde mais a ensuite été battu par l'adversaire suivant, sans révéler qui c'était pour éviter les spoilers. Le MC dit qu'il s'est bien débrouillé quand ils ont joué à Ultimate Fighter ensemble, donc si c'était dur pour BlackRock de battre un garde, imaginez à quel point c'est dur pour les joueurs normaux. Lakra est embarrassé en entendant cela et dit qu'il a été complètement détruit par ce garde plus tôt. Le garçon partage qu'avant qu'ils ne commencent à parler des streams, ils jouaient à Ultimate Fighter ensemble. Il voulait juste jouer un dernier match avec le protagoniste avant de quitter le jeu pour de bon. Son plan était de gagner une fois et ensuite de se vanter à jamais d'avoir battu le protagoniste, mais comme prévu, il s'est fait complètement démolir. Une défaite totale. Après cela, il a compris que le protagoniste pourrait avoir une chance de finir le jeu Valhalla qu'il n'avait pas pu terminer. Le garçon dit que seuls quelques joueurs triés ont atteint la fin du jeu, et même eux ont eu besoin de plusieurs tentatives pour réussir. Il dit qu'il est sûr que le protagoniste peut relever le défi sans recommencer. Le protagoniste répond d'accord et que pour être à la hauteur de cette confiance, il devra travailler encore plus dur. Il entre dans la capsule de jeu et contacte sa sœur. Il lui dit qu'il compte sur elle pour modérer le stream ce jour-là et elle lui fait un signe de pouce levé. Ensuite, le protagoniste se connecte à nouveau à Ultimate Fighter et le chat le salue immédiatement, lui demandant s'il va jouer à Diablo. Il dit qu'il ne joue pas à Diablo, mais qu'il révélera plus tard quel jeu c'est. Le MC demande s'ils ont des questions et le chat veut savoir qui il est et ce qu'il fait. Il se sent mal à l'aise en pensant à quoi dire, mais il sait qu'il ne peut pas juste dire qu'il s'est entraîné toute la journée pour sauver un monde jamais envahi par des extraterrestres, alors il dit juste qu'il préfère ne pas trop parler du passé et qu'il vaut mieux en rester là. Avec le chat remarquant son malaise à changer de sujet, il dit vouloir que son contenu principal soit les jeux, alors il demande à l'ordinateur d'afficher la liste des jeux. Ultimate Fighter apparaît sur la liste. Le chat demande s'il va vraiment y jouer, et le MC répond que oui parce que c'est un jeu de son enfance. Le chat n'était pas très content du jeu, lui demandant de jouer à Iron Fist à la place, mais le MC s'attendait à cette réaction et demande si le jeu est vraiment si mauvais pour eux. Jane apparaît pour lui parler sous forme de mode où elle ressemble à une petite fée et dit que ce jeu est vraiment dépassé. Elle dit la même chose que le chat, que s'il veut un vrai jeu de combat, il devrait jouer à Iron Fist et que plus personne n'aime Ultimate Fighter. Le protagoniste pense que diffuser ce jeu n'est peut-être pas une si bonne idée après tout. Puis il reçoit un don lui demandant de jouer à Iron Fist et dit qu'il a déjà décidé quel jeu il va jouer aujourd'hui. Jeanne dit qu'il y a déjà beaucoup de monde qui regarde, alors il devrait commencer à jouer bientôt. Le protagoniste lance alors le jeu qu'il a choisi, Rise of Valhalla. Après avoir plongé dans le jeu, le protagoniste apparaît en tenue viking impressionnante. Le présentateur est surpris par l'apparence du jeu, en noir et blanc et très sombre. Ji-Yoon apparaît pour lui rappeler de choisir le mode réalité ou le mode de jeu. Doyok dit qu'il choisit le mode réalité et le chat est surpris qu'il joue pour la première fois et qu'il passe déjà à ce mode.
Le chat remarque que les Vikings ont souvent l'habitude d'utiliser 2 haches, ce qui est idéal pour le produit, qui se rend compte qu'il en possède déjà 2. Avant de débuter, le maître de cérémonie annonce la présence d'un nouvel invité et un faisceau lumineux apparaît. On découvre que c'est Blackwork, venu pour la collaboration, portant aussi un équipement viking du jeu. Le chat se plaint, le traitant de moustique venu voler les vues du prodige, mais le garçon plaisante et le prend à la légère. Le MC annonce que la collaboration se passera comme expliqué avant. Blackrock aide pour le stream et le MC lui permet de mettre les vidéos sur YouTube. Blackwork est venu avec 2000 spectateurs et dit qu'il est plus une abeille qu'un moustique. Jen est heureuse parce qu'ils ont dépassé les 5000 spectateurs. Mais le chat n'a pas tout à fait tort de l'appeler un moustique, car en coulisses, le garçon ne pense qu'à profiter de la renommée du protagoniste. Enfin, il est temps de commencer le jeu, et le MC demande à l'ordinateur de lancer la session. L'ordinateur désactive alors le mode veille et commence le mode histoire du jeu, et une cinématique commence à jouer. On dit qu'en l'an 793, une terrible calamité s'est abattue sur le royaume de Northumbrie, et nous voyons plusieurs navires naviguer à travers une tempête. Cette calamité était l'invasion viking menée par Ragnar et comment ils sont arrivés sur la côte de la Northumbrie. Ragnar a combattu le vieux roi, mais a été vaincu après être tombé dans un piège tendu par lui. Mais avant d'être vaincu, il a maudit les Saxons, disant que lorsque ses descendants apprendront sa chute, ils ne resteront pas les bras croisés. Et avant d'être achevé, il dit qu'il sera dans la salle des héros d'Odin, observant leur chute. Après cette scène, le jeu passe à un guerrier de Ragnar nommé Jorund, aussi le PNJ tutoriel du jeu. Le personnage principal est parmi les guerriers entraînés par Joran, qui dit que leur roi est tombé et qu'ils doivent maintenant se venger des Saxons pour ce qu'ils ont fait. Il crie à tout le monde que seuls ceux qui gagnent la reconnaissance des guerriers peuvent devenir de véritables guerriers eux-mêmes. Blackrock dit que ce PNJ enseigne habituellement des techniques de combat et de défense en mode normal, mais en mode réalité, vous devez gagner sa confiance juste pour pouvoir jouer au jeu. Le chat dit que ce mode est pour les experts, et que les débutants devraient se taire et rester en mode normal. Blackrick dit qu'il sera le premier à tenter l'épreuve du guerrier et s'approche de Joran. Il manie 2 haches pour imiter le héros. Il dit qu'il savait déjà bien se battre avec épée et bouclier, donc utiliser 2 haches ne devrait pas trop différer. Le garçon défie Joran, disant qu'il a déjà testé le mode réalité, donc il pourra le vaincre facilement. Jorun, impressionné par les 2 haches, dit que cela fait longtemps qu'il n'a pas vu un novice manier des armes doubles. Il se moque du garçon, disant qu'il va lui apprendre à manier une vraie hache et le défie en duel. Blackward se précipite rapidement sur lui, disant qu'il va lui faire ravaler ses paroles en attaquant. Il explique que l'utilisation de 2 armes a ses inconvénients, mais apporte aussi un élément de surprise. Il attaque Joran d'une main comme distraction et le guerrier pense que le coup est faible, mais ensuite le garçon sort la 2e hache et tente une attaque surprise avec l'arme cachée. Seulement il était trop lent et s'est exposé, recevant un coup de poing et se faisant projeter au sol par l'attaque de Joran. Il tente de se relever alors que le chat demande pourquoi il a voulu utiliser 2 armes sans savoir les manier correctement. Joran humilie le garçon en disant qu'il est pathétique et qu'il devrait retourner à la cuisine, sa vraie place. Le guerrier ignore le garçon et appelle le participant suivant pendant que le chat continue de se moquer. Le MC va voir si Blackrock va bien et le garçon demande s'il était vraiment si mauvais avec 2 haches. Dog UK dit que ce n'est pas qu'il était mauvais mais qu'il n'a rien fait. En entendant cela, le garçon est encore plus triste et le chat le traite de nul. Le MC essaie de continuer en disant qu'il était resté là à se faire battre, mais Blackrick l'interrompt en disant qu'il a compris. Dougief explique que se battre avec 2 haches peut sembler cool, mais cela demande beaucoup de compétences et il dit même au garçon de regarder son gameplay de jeu d'horreur pour voir comment c'est fait. Blackrick est encore plus gêné car il dit qu'il l'a observé plusieurs fois pour apprendre, mais n'a toujours pas réussi. Le protagoniste est très fier d'entendre cela, même si le chat continue de se moquer du garçon de toutes les manières possibles. Mais ensuite, il reçoit un autre don lui demandant d'aller déjà combattre Jron et de montrer comment c'est fait. Blackrick décide de rester en dehors de ça pour éviter de se faire battre à nouveau et le MC dit que ce sera sa première mission dans le jeu. Il reçoit une série de dons et comprend que Joran doit être vraiment coriace, avec Blackrick disant que ce gars était un ancien berserker. Le garçon dit qu'il était fort même pour les boss de milieu de partie, tandis que le guerrier bat des personnages secondaires. Joran commence à s'ennuyer avec les figurants et demande aux prochains participants d'avancer déjà après avoir reçu un don de sa sœur. Le MC dit que gagner serait trop facile, alors il a une meilleure idée. Il fixe Joran et dit que s'il peut gagner en 10 secondes, la mission sera accomplie. Avec cette déclaration, il reçoit un flot de dons l'encourageant à réussir en 10 secondes. Et certains se moquent aussi de Blacker juste pour s'amuser. Le garçon essaie de se défendre en disant que s'il avait son épée et son bouclier, Jorand n'aurait même pas tenu 3 secondes. Pendant que le garçon se dispute avec le chat, le MC parle à Jorand et le guerrier lui demande s'il va utiliser 2 haches aussi. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le guerrier lui dit de venir l'affronter et de prouver s'il est digne d'utiliser 2 haches. Le combat commence et le protagoniste lance une de ses haches sur le guerrier. Il s'en sert pour réduire vite la distance et attaquer de près. Les attaques continuent et Joran dit qu'enfin un adversaire digne est là. Doyok réalise que ce type est assez fort pour avoir bloqué son attaque. Il pense que peut-être le jeu collecte leurs données de combat pour rendre le jeu plus difficile.
En fixant le guerrier, Doyok pense qu'il doit y avoir des guerriers encore plus forts dans ce jeu, mais même eux ne peuvent pas se comparer à son expérience dans la vie réelle. Mais il dit qu'avant de penser au reste du jeu, il doit d'abord s'occuper de Joran, alors il commence à se préparer pour le combat. Le guerrier perçoit la détermination du protagoniste et prépare également sa hache. Il charge pour tester si l'esprit combatif du MC est aussi fort que ses compétences. Ils échangent plusieurs coups et il semble que le MC soit en désavantage face à Joran, mais il se ressaisit et utilise un coup de pied pour briser la combinaison de l'ennemi. Il profite des ouvertures pour arrêter également l'arme de l'ennemi, et utilise finalement l'attaque du Viking pour passer par-dessus lui, terminant le combat par un puissant coup de pied en plein visage, ce qui semble le faire reculer. Mais avant de tomber, Joran montre sa force et attrape le MC par le pantalon, le traitant de morveux et préparant son prochain coup. Mais le MC utilise son bras pour dévier l'attaque et assène un coup de pied solide à l'arrière de la tête du guerrier. Joran ne renonce pas et tente de frapper encore, mais il est stoppé par la hache du protagoniste, qui atterrit près de son cou. Il déclare que le combat est fini, la mission accomplie, et nous voyons Blackrock sans voix devant la force du produit. Doyok reçoit plusieurs dons pour avoir gagné en moins de 10 secondes et remercie tout le monde pour leur soutien. Joran félicite le protagoniste et dit qu'il avait l'impression de voir le fils d'Odin se tenir juste devant lui. Blackrick dit que c'est le plus grand honneur qu'un viking puisse recevoir d'être appelé un fils d'Odin. Joran demande le nom du MC et le garçon répond que son nom dans le jeu est Gunnar et le guerrier dit que c'est un beau nom, reconnaissant le MC comme un guerrier. Après cela, le protagoniste reçoit des notifications indiquant que sa prochaine mission est d'obtenir la reconnaissance de 4 guerriers supplémentaires. Tout le monde dans le chat est impressionné par la quête, car Joran ne donne pas ce genre de mission à n'importe qui. Lacrick dit que c'était une quête secondaire appelée Quête du Fils d'Odin, et si vous recevez la reconnaissance de 5 guerriers, vous obtenez ce titre de Fils d'Odin. Il dit que c'est un symbole de distinction, montrant que vous êtes un joueur pro. Ce n'était pas la première fois que cette quête apparaissait, mais la première fois que quelqu'un l'obtenait. Lors d'un tutoriel, Blackrock mentionne que c'était une découverte pour le jeu, car ils savent maintenant que Jorun était un guerrier et qu'il fallait le battre en moins de 10 secondes pour obtenir la quête. Le chat taquine encore le garçon, qui leur répond de tenter d'utiliser des doubles haches pour voir la difficulté. Le protagoniste essaie de l'encourager mais finit par le faire se sentir mal par accident, en disant qu'il manque de talent. Puis il tente de réparer les choses, mais le garçon était déjà bien énervé. Lassé des insultes du chat, il décide d'affronter Joran avec son épée habituelle. Le protagoniste tente de soutenir le garçon, et même des gens dans le chat commencent à faire des dons pour l'encourager, disant qu'il est vraiment bon, c'est juste que le MC est à un autre niveau maintenant. Motivé, Blackheart saisit son épée et son bouclier et déclare qu'il va prouver qu'il n'est pas si loin du niveau de Doyok. Joran provoque alors le garçon et lui dit de venir à lui tout en saisissant sa hache à 2 mains. Le garçon court vers lui en criant qu'il va lui faire ravaler ses provocations, tout comme le protagoniste l'avait dit auparavant. Blackrock attaque et Joran dit que s'il veut infliger des dégâts, il devra mettre plus de puissance dans ses coups. Alors le garçon frappe encore avec son bouclier, et Joran dit que c'est l'esprit qui l'attendait. Le guerrier lui donne un coup de pied et dit que ça devient intéressant. Il continue d'échanger des coups entre la hache de Joran et le bouclier du garçon, et au milieu de l'affrontement, Blackrick parvient à couper une partie du visage du guerrier, mais Joran riposte avec un coup de poing en plein visage, disant que ce n'est pas encore fini. Même ainsi, le garçon ne renonce pas et charge de toutes ses forces en criant qu'il est Blackrock de Valhalla. Pendant ce temps, Doyok observe simplement et dit que le garçon est vraiment doué avec l'épée et qu'il se bat plus naturellement ainsi qu'avec les haches. Mais même avec les efforts du garçon, le combat se termine par un coup qui le fait tomber au sol, Joran disant que c'était la limite de ses capacités. Même ainsi, le guerrier reconnaît toujours Blackrick comme un guerrier, affirmant qu'avec une épée, il s'est au moins montré utile. Charon dit que c'est tout pour aujourd'hui et renvoie tout le monde. Le MC félicite Blackrock pour le combat. Le guerrier les regarde et demande s'ils sont confiants en chasse. Le MC comprend que c'est une quête secondaire, et Blackrick, un peu gêné, affirme qu'ils sont confiants. Il leur dit de rejoindre l'équipe de chasse pour rassembler de la nourriture, et ils acceptent. La scène passe à la nuit et les deux sont presque à la fin de la chasse et réussissent à attraper un lapin. La craque demande si le MC n'a jamais chassé à l'arc auparavant, puisqu'il est resté silencieux pendant toute la mission. Bien qu'il ait déjà utilisé des flèches magiques dans le monde réel, il dit n'avoir jamais vraiment tiré, juste avec des flèches jouets. Blackrock lui demande d'essayer de tirer sur un arbre, et le MC accepte. Puis, il attrape l'arc, se prépare à tirer et finit par manquer l'arbre, laissant la discussion surprise qu'il y ait enfin quelque chose que le MC ne sait pas faire, même si le MC dit qu'il peut s'y habituer s'il s'entraîne quelques fois de plus. Placard devient suffisant et propose de lui enseigner s'il veut. Le garçon commence à se dire le Robin des Bois de Valhalla, mais il est évident qu'il ment pour se vanter. Bientôt, ils sont interrompus par un cerf qui passe et ils décident d'essayer de le toucher avec leurs flèches. Blacker saute devant pour tirer, disant qu'il va montrer toutes ses années de pratique avec des arcs dans les jeux médiévaux. Il tire alors et manque sa cible, touchant l'arbre et effrayant le cerf. Le garçon essaie de tirer à nouveau, mais le MC lui dit de s'écarter et montre qu'il n'a pas besoin d'un arc, lançant sa hache en direction du cerf. Bien sûr, il atteint la cible, laissant Blackrock stupéfait. Après avoir attrapé le cerf, ils finissent la chasse et une nouvelle quête apparaît.
Ils reçoivent une notification d'une invasion saxonne en cours, et au sommet de la montagne, une armée observe un village et commente les ennemis. L'un d'eux dit à un autre soldat nommé Gareth d'aller appeler le commandant. La scène coupe ensuite et nous voyons une armée saxonne venir attaquer les Vikings, dirigée par leur chef nommé Carol. Retour à la. Le protagoniste. Le message leur dit de retourner au camp pour se préparer au raid et une donation promet de donner de l'argent pour chaque soldat que le protagoniste vainque. Blackrock dit qu'ils doivent retourner au camp pour se regrouper comme le message l'indique et plus ils tardent, plus de Vikings seront perdus. Mais le protagoniste n'est pas d'accord. Avide, il propose d'aller directement chez les Saxons et de croiser les Vikings en chemin pour récolter plus. Blackrick essaie même de prévenir qu'il y a trop d'ennemis pour qu'il soit seul. Le protagoniste, aveuglé par l'argent, décide d'aller directement au combat. Nous passons à l'armée de Carol, attaquée en premier par le protagoniste, qui ne montre aucune pitié, s'abattant sur eux avec des coups de hache. Un soldat avertit qu'ils ne sont que deux, mais ils ignorent à qui ils ont affaire. Carol se moque du protagoniste, qui fonce directement sur le type sans se soucier de rien. Pas même des avertissements de Blackrick. La bataille commence et les Saxons avancent, mais le protagoniste, remarquant déjà l'expérience gratuite, charge avec un sourire sur le visage. Les boucliers des soldats sont inutiles, car lorsque le protagoniste ne brandit pas sa hache, il les frappe à la place. Il commence à faucher tous les soldats à nouveau sans aucune difficulté. Lorsqu'un soldat essaie de l'attaquer par derrière, le MC se retourne et met le type KO d'un seul coup de poing. Carol est choquée par la force du MC et lui demande pourquoi il ne cesse pas d'attaquer. Pendant ce temps, Blackrock fonce vers le chef et dit qu'il l'utilisera pour prouver sa valeur. Le MC a déjà vaincu 6 soldats sans même transpirer et se demande si Blackrock s'en sort bien dans son combat. Mais bien sûr, le garçon se fait démolir par le chef et commence à appeler Blackrock à l'aide. Mais le MC voit tout cela et pense que le gamin va bien, alors il retourne à battre les soldats, tandis que le chat continue de faire ce qu'il a toujours fait, se moquer de Blackrock. Le MC dit qu'il va réduire le nombre de soldats entre-temps, et même surpris par certains guerriers, il continue à tous les vaincre, obtenant même des yeux blancs, comme une bête. Dans le feu de la bataille, le protagoniste finit par vaincre la plupart des soldats, et les restants commencent à trembler car ils savent ce qui les attend. Dotyuk trouve cela étrange car c'est la première fois qu'il voit des PNJ avoir peur dans un jeu et demande s'ils vont essayer de fuir devant lui. En entendant cela, Carol, qui combat encore Blackrock, leur crie d'arrêter d'être lâches et de retourner se battre. Mais les soldats laissent juste tomber leurs armes, disant qu'à ce rythme, ils mourront tous. Et puis, ils s'enfuient de peur du protagoniste. Voyant cela, le MC active son mode maléfique et dit qu'il ne peut pas les laisser s'enfuir comme ça et prépare ses haches à leur lancer. Il lance une hache et élimine l'un des soldats, laissant celui à côté de lui complètement stupéfait. Le MC attaque ensuite l'autre soldat avec la hache, mais se rend compte qu'il a utilisé les deux. Alors, il décide de commencer à utiliser l'arc maintenant pour vaincre les soldats de restants. Le chat demande s'il abandonne la mission d'utiliser uniquement des haches, mais le MC dit qu'il a un plan et commence à viser avec l'arc. Il essaie de tirer sur l'un des soldats et finit par manquer sa cible. Puis il se rend compte de ce qu'il faisait mal tout ce temps. Doyok vise à nouveau et cette fois touche le soldat en fuite en plein dans la jambe. Après la chute du soldat, il révèle que c'était le plan. Il voulait juste les faire tomber pour pouvoir s'approcher et récupérer la hache pour le coup de grâce. Le soldat essaie de supplier le personnage principal d'épargner sa vie, mais ce dernier n'en a cure et achève le soldat avec sa hache. Il regarde ensuite un autre soldat au sol, rampant, et avec ses yeux désormais rouges, il attaque l'ennemi même si celui-ci le supplie de ne pas s'approcher. Après tous ces combats, le MC dit que c'était facile, et le chat demande comment il est devenu si bon à l'arc si vite. Le MC répond simplement qu'il a essayé de tirer quelques fois jusqu'à ce qu'il maîtrise, et maintenant, il ne reste plus qu'à vaincre Carol. Blackheart continue de se faire battre par le chef, qui profite de l'occasion pour surprendre le garçon lorsqu'il essaie d'appeler le protagoniste, mais le garçon parvient à rouler pour s'échapper. Le protagoniste dit que ce n'est pas comme ça qu'on roule pour esquiver, et le garçon demande désespérément de l'aide au MC, qui semble ignorer ses supplications. Puis l'épée du garçon se casse en plein combat, le laissant sans défense. Mais quand Carol allait donner le coup final, le protagoniste agit enfin et saute devant pour protéger le garçon. Carol regarde le protagoniste avec colère, mais il n'a même pas la chance de faire grand-chose car d'un seul coup, la hache du MC achève le chef de l'armée. Après une autre mission accomplie, le MC demande si Blackrock va bien. Le garçon demande pourquoi le protagoniste n'est pas venu plus tôt. Il répond qu'il ne voulait pas voler la victoire du garçon et pensait que ce serait impoli d'intervenir en plein combat. Le garçon se plaint, disant qu'il était clairement en difficulté et exprime sa frustration envers le MC, disant qu'il ne voit pas un problème même quand il est devant lui. Il ajoute que si le MC ne voulait pas aider, il aurait pu le dire clairement, mais il est interrompu par les Vikings qui les rejoignent. Jaren arrive en courant du milieu d'entre eux et pousse Blackrock de côté parce qu'il s'inquiète pour le protagoniste, lui demandant s'il a été blessé. Blackrick, réalisant qui est le favori de Joran, dit qu'il va bien aussi, mais finit par se faire piétiner par d'autres Vikings inquiets pour le protagoniste. Le garçon dit que c'est assez pour aujourd'hui et se déconnecte du jeu sans même dire au revoir au protagoniste. Le chat est désolé pour lui, mais Joran dit qu'il s'en fiche.
C'est alors que le protagoniste se demande si le tutoriel est fini et si le monde ouvert va commencer. Il ne sait pas quoi faire, mais le chat propose un défi, affronter Beowulf avec l'équipement actuel. Le protagoniste accepte. Joran demande s'il veut vraiment affronter Beowulf, disant qu'il est trop fort pour être affronté seul. M, même après réflexion, dit qu'il va l'accompagner, donc le MC reçoit un message indiquant que Joran a rejoint le groupe. Le MC accepte, mais demande l'avantage d'un PNJ dans le groupe. Le chat dit qu'ils aident dans les moments difficiles, alors il se dirige vers l'objectif. Ils partent à cheval, et le MC demande qui est ce Beowulf qu'il doit affronter. Joran explique qu'il était un brave guerrier qui servait le roi, mais après que le roi ait passé l'arme à gauche, il a complètement perdu son honneur. Il dit qu'il a entendu dire que le type errait en pillant les villages voisins, et après avoir entendu cela, le MC reçoit une quête du jeu indiquant que Beowulf est l'un des guerriers renommés et que le MC devra également obtenir son approbation. Les deux atteignent la cachette de Beowulf. Joran explique qu'il a une histoire avec Beowulf et préfère rester dehors, mais le MC peut l'appeler si besoin. Le MC, sans hésiter, fonce dans la forteresse et voit qu'il y a plusieurs gardes à vaincre pour entrer. Ils essaient de l'arrêter, mais le MC charge à cheval en avant, disant qu'un vrai viking n'a pas besoin de compter sur des attaques furtives. Il défonce une porte, effrayant tous les gardes à l'intérieur, et entre finalement dans la forteresse. Les gardes tentent de se défendre, mais le MC, qui maîtrise l'arc, les abat tous. Un garde blesse le cheval, forçant le MC à sauter et à tirer sur les gardes. Sous une pluie de flèches venant de partout, le MC atterrit au centre de la forteresse, tandis que les gardes désespérés crient à tous de lever leurs boucliers. Voyant cela, le MC dit qu'il va cesser d'utiliser l'arc, qu'il qualifie d'arme de lâche, puis il sort ses deux haches et annonce qu'il va finir la mission avec elles. Maintenant, le vrai combat commence. Le MC fonce vers le centre de la forteresse et bat plusieurs soldats en route. Même avec leurs boucliers, ils ne peuvent rivaliser avec la force des deux haches que brandit Doyok. L'un des soldats essaie de surprendre le protagoniste, mais il utilise sa propre force pour attraper l'ennemi et le jeter au loin. Les soldats essaient de lui tirer des flèches, mais il utilise le soldat qu'il portait comme bouclier contre les flèches. Ils paniquent et tirent tout ce qu'ils ont sur lui, mais le protagoniste avance en projetant des soldats en l'air. Finalement, il atteint le chef de peloton et avec une vitesse incroyable, il lève sa hache pour porter le coup final. Le soldat crie de désespoir, mais avant que le coup ne porte, une autre hache vole vers le protagoniste, qu'il parvient à dévier. Et nous voyons que celui qui a lancé la hache n'était autre que l'homme que le protagoniste cherchait. Beowulf. Le soldat se sent soulagé à l'arrivée de son chef, mais Doyok lui dit de se taire avec un coup de grâce. Beowulf devient furieux d'avoir perdu un de ses hommes, et le protagoniste lui dit d'arrêter de perdre du temps et de commencer le combat immédiatement. Le guerrier saisit alors son arme et charge vers le protagoniste, disant qu'il doit être fou et qu'il va lui faire regretter de l'avoir attaqué. Mais ensuite, la scène passe à un autre jeu, et nous voyons un garçon avec deux gants jaunes vaincre son adversaire. Voici Anatole, le joueur légendaire dont Harang a parlé la dernière fois. Il est de retour en streaming après une absence due à un tournoi. Le chat s'inquiète car il n'a atteint que les demi-finales du tournoi et il lui demande s'il va bien. Mais le garçon répond que oui, il avait juste besoin de prendre un peu de temps pour clarifier ses pensées. Anatole dit qu'il était un grand champion et un combattant ultime, mais en passant à Iron Fist, il restait coincé en demi-finale du tournoi mondial. Cependant, il dit qu'il ne peut pas abandonner maintenant et dit au chat qu'il veut revisiter sa terre natale jusqu'à ce qu'il ferme Iron Fist et ouvre Ultimate Fighter. En lançant ce jeu, les vues de son stream baissent beaucoup, mais ça ne le dérange pas. Il est juste content d'être de retour. Il choisit de jouer Huken, son perso alternatif, pour se réhabituer au jeu. Puis il demande à l'ordinateur de trouver un match pour s'échauffer. C'est alors que la scène revient au protagoniste, mais il n'est plus dans le jeu Viking. Il est chez lui après le combat avec Beowulf. Ils ont mis la vidéo sur YouTube et ont déjà beaucoup de vues, ce qui rend Jiyeon vraiment contente du résultat. Ils disent qu'il y a déjà des mèmes du stream car il est devenu très célèbre et qu'à ce rythme, il pourra streamer seul sans son aide. Maintenant, le MC remercie sa sœur pour son aide comme modératrice. La fille dit qu'elle va dormir tôt car elle est fatiguée. Mais le MC répond que ce serait dommage de dormir maintenant et qu'il voulait tester ce jeu Iron Fist dont tout le monde parle. Mais en route vers sa chambre, il change d'avis et décide de rejouer à Ultimate Fighter car il est sur le point de monter en grade. Pourtant, il trouve étrange que Harang soit encore hors ligne dans le jeu. Il pense que c'est peut-être juste une question de mauvais timing entre eux, ou qu'elle a quitté le jeu. Quoi qu'il en soit, il se connecte et décide d'y réfléchir plus tard. En cherchant un match, il trouve un adversaire avec 0 victoire et 0 défaite, et il semble aussi que ce soit un compte qui vient de revenir au jeu. Il accepte le match et nous voyons que le compte appartient à Anatole, qui trouve le nom d'utilisateur du protagoniste étrange, sans parler du fait qu'il n'a aucune défaite. En voyant cela, il pense que ça doit être quelqu'un de haut rang, peut-être un compte alternatif de quelqu'un qu'il connaît. Le chat reconnaît le MC et l'appelle le dieu du troll, disant qu'il est apparu sur le stream de Harang. Mais lorsqu'il mentionne qu'il l'a complètement démoli, cela attire l'attention d'Anatole et il veut découvrir la véritable identité du MC.
Le MOI accepte l'invitation et entre dans le match, défiant immédiatement le MC d'attaquer, mais le MC le provoque, lui disant d'aller en premier pour voir à quoi il s'attend. En voyant cela, Anatole dit que si le MC va le sous-estimer, il lui fera regretter d'avoir prononcé ces mots. Anatole se précipite vers le MC avec un coup de poing enflammé, mais le MC esquive et tente de donner un coup de pied, seulement pour être attrapé et forcé de s'éloigner d'un bond. Il prépare un autre coup de poing, mais le MC esquive à nouveau, même à l'envers en plein air. Et après avoir bloqué l'attaque d'Anatole, le MC lui assène un coup de genou en plein visage, puis le met à terre avec un autre coup de pied. C'est au tour du MC d'utiliser le coup de poing de feu. Anatole, à terre, ne sait pas l'esquiver. Mais à la dernière seconde, il saute de côté, tandis que le chat est encore choqué par la force de cet adversaire inconnu. Le chat dit qu'Anatole est rouillé après tant de temps loin des combats. Mais le garçon pense que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose de plus dans cet affrontement entre eux, mais il ne peut pas dire exactement ce qui le dérange. Il sait juste que s'il ne le comprend pas rapidement, il va perdre ce combat. Il décide alors de foncer sur le MC pour mieux appréhender ses mouvements. Utilisant l'attaque comme distraction, il essaie d'attraper la jambe du MC pour le faire tomber. Mais juste au moment où il pense avoir réussi, le MC est plus rapide et manque de peu de lui asséner un coup de genou en plein visage. Anatole est surpris par la réaction du MC et se demande si c'était un coup de chance, mais il n'a pas le temps de réfléchir car le MC lui lance déjà un autre coup de poing. Anatole fait de son mieux pour essayer de bloquer les attaques, mais finalement, il reçoit un coup de genou au bras et un autre au visage, se demandant si le MC lit ses mouvements. Le garçon tente diverses attaques pour trouver un angle mort, mais aucune ne marche, et il est repoussé. Ensuite, le MC utilise la technique Iron Mountain, normalement utilisée après un mouvement préparatoire. Anatole remarque qu'il l'a exécuté directement, sans préparation, ce qui demande beaucoup de compétences car le timing doit être précis, sinon cela ne causera pas beaucoup de dégâts. Le MC réagit à chaque mouvement d'Anatole et se précipite vers lui, utilisant une technique nommée « posture de la flamme rouge ». Anatole explique que cette technique empêche l'adversaire de fuir et est suivie d'une finition très puissante, mais elle n'est pas idéale à courte portée. Pensant que c'était une erreur du MC, Anatole tente de saisir l'opportunité, car l'animation de la technique est irréversible. Une fois lancé, il se prépare à synchroniser son esquive et se tient prêt à frapper quand le MC sera immobilisé. Mais juste au moment où il pensait avoir le combat en poche, le MC change la trajectoire du mouvement à la dernière seconde et frappe le garçon d'un coup direct. Et c'est à ce moment-là qu'Anatole réalise ce qui le dérangeait depuis. Pour changer la trajectoire de la technique, il faut le faire manuellement. Au milieu d'une rafale de coups de poing du protagoniste, Anatole comprend que le MC jouait en mode réalité, ce qui signifie qu'il n'utilisait pas les fonctionnalités d'assistance du jeu pour activer les capacités. Le combat finit par la victoire du protagoniste, qui félicite le garçon en disant qu'il a bien fait. Le garçon n'en revient pas de ce qui s'est passé et se demande comment quelqu'un peut se battre sans l'aide du système. Alors il demande une revanche pour vérifier. Le MC accepte, et une fois de plus ils se battent, avec Doyo sortant victorieux. À la surprise de personne, le garçon est allongé sur le sol et le MC a encore l'audace de dire que c'était un match très serré, mais il ne renonce pas et demande au protagoniste une nouvelle revanche. Après 5 matchs remportés par le MC, Doyok dit que ça suffit pour aujourd'hui. Cette fois, le garçon est d'accord. Doyok réalise qu'il ne lui manque qu'une victoire pour atteindre le classement Beyond Heaven, où il affrontera enfin des adversaires à son niveau. Mais il craint que ses spectateurs découvrent qu'il joue à un autre jeu hors ligne, surtout un jeu ancien. Il choisit donc de garder son identité secrète et de ne la révéler qu'une fois qu'il aura atteint le rang suprême dans Ultimate Fighter. Et maintenant, on comprend pourquoi Harang pensait avoir changé de nom. Il avait activé un système pour garder son compte privé. Il pouvait changer d'apparence, mais choisit de garder celle qu'il a et se dit que c'est peut-être le bon moment pour essayer Iron Fist, car c'est un jeu plus populaire. Mais avant cela, il décide d'ajouter Anatole et lui envoie un message d'encouragement. Le système d'Anatole informe l'homme qu'il a un nouveau message de quelqu'un disant qu'il a du talent et lui a envoyé une demande d'amis pour rejouer. Les personnes qui regardent actuellement ont dépassé les 20 000 et commentent qu'il doit accepter la demande d'amis, disant qu'il a vraiment du talent. L'homme, riant maladroitement, dit qu'il n'aurait jamais pensé entendre ça, surtout pas dans ce jeu. Quelqu'un fait un don, demandant à l'homme s'il sait qui c'était. L'homme dit honnêtement qu'il n'en a aucune idée. Ensuite, il affiche un écran montrant le combat et leur demande d'analyser, en indiquant le moment du coup de pied. Les gens dans le chat disent que c'est impressionnant que l'adversaire ait donné ce coup de pied sans aide, que l'autre gars était vraiment bon. En regardant le combat, ils pensent que chaque mouvement de cet homme semblait fait sans assistance, et que si le chat le savait, il perdrait la tête. Il pensait avoir déjà tout découvert dans ce jeu, mais il semble qu'il y ait encore plus à maîtriser. C'est peut-être pour ça qu'il a eu des soucis avec Iron Fist récemment. Peut-être que les réponses à ces questions sont là. L'homme finit le stream et dit à son chat que ça suffit pour l'analyse du combat. En souriant, il pense qu'il ne peut pas encaisser toute cette raclée seul. S'il ne publie pas ce combat, d'autres finiront par le découvrir, donc mieux vaut garder cela secret. Il se lève, sourit en pensant qu'il veut que tout le monde ressente ce qu'il a ressenti en étant vaincu par lui.
Une fille tape sur la table alors que des commentaires de chat sur le combat défilent encore, et elle s'exclame que le surnom de l'adversaire est « stupide ». Agacée, elle ajoute que tout le monde parle de lui et que sans cela, son frère serait l'histoire numéro 1. Elle dit qu'il a été tellement occupé avec Valhalla ces derniers temps, mais quand il se reconnectera au jeu, elle va lui faire mordre la poussière. En se retournant vers l'ordinateur, elle dit qu'elle ne laissera pas son classement chuter, qu'elle va au moins ajuster les tableaux. Puis elle se demande s'il est déjà rentré, puisqu'elle lui a seulement demandé d'aller au magasin de proximité. Et pendant ce temps, nous le voyons arriver au magasin, pensant que c'était pénible d'être là à acheter des choses pour elle, et qu'il n'y est allé que parce qu'il avait la carte. Il heurte un garçon en pensant à profiter de l'occasion pour acheter plein de snacks. La personne qu'il heurte tombe au sol et on voit un couteau tomber. L'homme s'agenouille et demande au garçon s'il va bien et s'il peut se relever. Le garçon, un enfant à l'air nerd couvert de contusions, répond oui et s'excuse. Soudain, il semble reconnaître le garçon comme étant « grandes oreilles, j'égale mine ». Le garçon nerd demande alors comment il connaît son surnom et son vrai nom, puis demande qui il est. Il se demande si c'est vraiment Gégalmine, celui qui a servi sous ses ordres avant la régression. Au début de l'Apocalypse, ils ont regroupé ceux avec des capacités faibles en opprimés. Parmi eux, ils menaient la 13e escouade. Celui qui a planifié toutes les opérations de la 13e escouade, c'était lui, le stratège. Le capitaine se plaint, demandant qui lui a encore donné de l'alcool. La fille dit que leur stratège a besoin d'un peu de temps en temps pour faire tourner les rouages. Il pousse la fille, disant que les plus âgés le voient toujours comme un enfant mignon. Elle lui pince les joues, disant qu'il est vraiment fort, un mignon et adorable petit gourmand. Une autre personne arrive et leur dit d'arrêter ça et demande si ce ne serait pas plus logique qu'elle le considère pour un partenariat. Elle saisit son énorme marteau et lui dit de déguerpir. Et l'autre gars, effrayé, dit qu'il va arrêter, suggérant cela. L'homme aux cheveux violets s'éloigne, pensant qu'il a eu si peur de la femme qu'il a failli avoir un accident. Pendant qu'elle demande où il est, le capitaine pointe avec une cuillère vers où se trouvent Grandes Oreilles. Il dit que le garçon fait toujours pareil quand il boit. Il grimpe et joue avec le vent comme un héros tragique. La fille remarque qu'il est vraiment en train de refaire ça. Elle lui demande de descendre et promet d'arrêter de le taquiner parce que c'est dangereux, là-haut. Le garçon, alors, de dos, appelle son capitaine. Il dit que s'il était aussi grand et fort que lui, il se demande s'il aurait été moins taquiné. Il met sa main sur son œil en parlant, puis enlève son cache-œil, disant que peut-être cet œil serait encore là et que son petit frère aussi, il ne l'aurait pas perdu comme ça. Il continue en disant que s'il était aussi fort que le capitaine, assez fort pour vaincre des forces extraterrestres et des monstres sans avoir besoin de pouvoir, il dit qu'il protégerait tout le monde. Soudain, le garçon semble trébucher alors que sa voix commence à trembler. L'homme aux cheveux violets le rattrape avant qu'il ne tombe et dit qu'à chaque fois que le garçon boit, il devient comme ça, géniard et se plaignant du passé tout en se tenant en hauteur. Geico s'approche par derrière et appelle le capitaine. Il rapporte qu'il a trouvé leur base d'opération et qu'ils sont au même endroit où vit cette fille folle qu'il continue de voir. Le capitaine dit qu'il est temps de partir, leur demande de laisser Grandes Oreilles avec Ruada et de réveiller Mengtae. En partant avec le groupe, il dit de bouger vite et proprement et que le petit déjeuner doit être de retour à la base. Quelques heures plus tard, de retour au camp où ils étaient attendus, Big Ears crie que c'était un piège, l'énergie dans ses mains. Un piège avait été tendu par les extraterrestres pour traquer les rebelles humains, et toute une division de leurs soldats ainsi que 2 ennemis de type guerrier étaient présents. Geico a été exécuté juste là dans cette bataille. Sab a également été perdu pendant cette mission. Wainyu est entré en mode berserk et se bat seul contre un alien de classe guerrière, presque à sa limite. Le capitaine et le vieil homme étaient gravement blessés et ne pouvaient plus se battre. Grandes Oreilles, en tant que vice-capitaine de la 13e escouade, ordonne à Wata et Mengshi d'escorter le capitaine et le vieil homme hors du combat. La fille panique et s'apprête à parler, mais Grandes Oreilles l'interrompt en criant son nom. Souffrant en canalisant de la puissance dans ses mains, il sourit. Il dit que seul son bouclier peut leur faire gagner du temps. Il lui demande ensuite de suivre le plan et de protéger le capitaine pour lui en revenant. Elle dit qu'il vaut mieux ne pas mourir en vain, car s'il le fait, elle reviendra et le finira elle-même. La règle était claire dans la 13e escouade. Si tout échoue, sauvez le capitaine et soyez prêts à vous battre un autre jour. Juste après, nous voyons Big Ears invoquer son puissant bouclier, alors que nous entendons le vœu de l'escouade confirmé. Il dit qu'un jour, ils se retrouveront et boiront un verre sur les tombes de chacun. Nous retournons au magasin de proximité, avec un homme pensant que c'était la dernière fois qu'il voyait Grandes Oreilles. Maintenant, le voyant dans une autre ligne temporelle, il se lève défensivement, demandant s'il est du gang de Minsu. Se rappelant que c'était le gars qui avait juré de se venger, l'homme dit qu'il ne sait pas qui est Minsu et que le garçon s'appelle Gégalmine. C'est ainsi qu'il a su son nom et l'a appelé Grandes Oreilles sans réfléchir. Gêné, il s'excuse de l'avoir appelé Grandes Oreilles et demande s'il va bien, car il est tombé fort avant. En tendant la main vers le couteau, l'homme dit que le garçon a laissé tomber quelque chose. Le garçon se précipite rapidement pour ramasser l'objet, essayant clairement de cacher ce qu'il achetait. Nerveusement, il dit qu'il ne regardait pas où il allait, s'excuse et s'enfuit. L'homme soupire et dit qu'il est une autre personne maintenant, dans une autre ligne temporelle. C'était une connexion qui ne se ferait pas dans cette vie. Soudain, il remarque quelque chose et se tourne vers la direction où le garçon a couru. Dans une ruelle, on entend quelqu'un crier de douleur puis jurer.
grandes oreilles et frappé au visage. Un homme demande à Min-soo s'il va bien pendant qu'on le voit, les dents serrées et le bras ensanglanté, demander si le garçon a tenté de se défendre. Il frappe le garçon, demandant comment une ordure comme lui ose sortir un couteau. Un ami de Min-soo le retient par derrière, lui disant d'arrêter de frapper le garçon ou il tombera aussi. Mais il est trop furieux et se libère de son ami, disant qu'il va gérer ce salaud lui-même. Il attrape Big Ears par les cheveux, qui a déjà un œil au beurre noir et est couvert de bleu. Il rapproche son visage du sien et lui dit de graver cela dans son cerveau, que c'est ce qui arrive quand il lui désobéit. L'ami voit quelqu'un approcher et dit à l'homme de déguerpir s'il ne veut pas voir quelque chose d'horrible se produire. Il commence à lui dire de partir quand l'homme étrange le surprend avec un coup au visage. L'homme dit que pour un petit rebelle aux jambes courtes, il était étonnamment rapide. L'autre homme plus corpulent, qui avait tout observé en silence jusqu'à présent, décide de s'en prendre au nouveau venu, mais il est facilement repoussé et finit par tomber en se cognant douloureusement le dos contre le sol. Puis celui qui frappait Grandes Oreilles demande qui il est et ce qu'il fait en cet endroit. Il sourit légèrement et dit qu'il est l'ancien chef du jeune garçon qui passait par là. Grandes Oreilles se rappelle que c'est le gars du magasin de proximité. L'autre homme, surpris, demande s'il était avec le gang des Trois Chemins. Puis, en frappant l'homme au visage, il dit qu'il est avec les bâtards, et l'autre rétorque qu'il doit être de Yongsan. Ils continuent de se battre, l'un demandant s'il est avec Yongpul Young, l'autre affirmant qu'il ne connaît personne. Grandes Oreilles, regardant le combat, voit que l'homme est très fort et veut être comme lui. Une fenêtre système informe que la connexion est en cours de traitement, tandis que l'homme dit que John va le réprimander pour son retard. Il se souvient de la bagarre et maudit le gars, disant qu'il était en retard à cause de lui. Puis il se rappelle que Big Ears le suppliait de le prendre comme disciple pendant qu'il essaye de répondre à un appel. Il se rappelle avoir dû convaincre Géant qu'il ne criait pas après elle, mais après le garçon. Et même là, il pense que si Big Ears est ici, les autres membres de son ancien groupe doivent l'être aussi, et il se demande s'il devrait les chercher plus tard. En y réfléchissant, il se dit qu'il devrait d'abord se concentrer sur le nettoyage de son désordre. Il pense être submergé par les dettes et qu'il doit régler cela avant tout. Alors, il demande à Comp d'ouvrir la fenêtre de chat. Les gens commencent à apparaître, demandant s'il commencera enfin le stream à l'heure. Le chat dit qu'il aurait dû être en retard hier, qu'il aurait facilement été numéro 1. Il dit avoir entendu que son clip a atteint le top 2, les gens parlèrent d'un Anatole et l'ont eu. Qui, il ne sait pas qui c'est. Alors que les gens demandent à quel moment il se connectera à Valhalla, il répond qu'il est intrigué et commence à explorer. Avant de se lancer dans le jeu, il visionne le clip du combat très débattu d'hier. L'homme demande si ce gars-là est vraiment lui, et le chat commence à spammer des points d'interrogation. Le garçon dit qu'il a acheté le jeu Ultifight il y a 3 jours et n'a que 16 heures de jeu. Le chat s'excite en voyant qu'il a le compte depuis 3 jours et qu'il a fait un coup de croissant ardent sans aide. Puis, il montre ses 27 victoires sans défaite et le chat s'emballe. Il dit alors que maintenant que le chat peut confirmer que c'était lui, il va jouer à Valhalla, tandis que le chat se demande s'il va vraiment leur faire ça, jouer à un autre jeu. Confus, il demande si les gens n'étaient pas là pour Valhalla, mais le chat veut juste le voir jouer à Ultifight. Le chat propose alors plein de choses, lui demandant de jouer à Ultifight et de devenir le joueur classé numéro 1, etc. Le garçon voit les dons affluer et remarque qu'il y a déjà beaucoup d'argent qui arrive avant même qu'il ne se connecte au jeu, changeant clairement d'avis. Après avoir vu l'argent arriver, le garçon dit qu'il a changé d'avis et qu'il va jouer à Ultifight. Il se connecte au jeu tandis que le chat plaisante et interagit. La nuit, on voit un immeuble avec des étages éclairés et quelqu'un disant que ce n'était pas eux. Un homme tape sur la table, disant que c'est une galère, qu'il a déjà dit que ce n'était pas lui. Il poursuit en disant que si c'était lui, il ne cacherait pas Headstream et en profiterait. Cet homme s'appelle Beyond, un ex-joueur pro d'Ultifight. Quelqu'un fait un don à son stream et annonce que l'identité de Gam est confirmée. Pas un pro, juste un streamer ordinaire. Beyond dit à son chat qu'il avait bien dit que ce n'était pas lui. Il sourit et commente qu'il était vraiment curieux de savoir qui était ce joueur. Le chat commente qu'Anatole s'est fait battre par le gars, et Beyond dit que l'autre gars était hors du jeu depuis 1 an, probablement rouillé. En souriant, il dit au chat qu'il va montrer qu'il est encore meilleur que ce dieu, et demande à son ordinateur de lancer le jeu. Ultifight. Ensuite, nous voyons le match de lui qui est tellement contre Beyond. Le chat des deux joueurs devient fou à cause du matchmaking. Souriant de manière maniaque, Beyond est super excité, disant qu'il a trouvé le bon gars dans l'indice et qu'il va voir ce qu'il a à offrir. Le système annonce qu'il connecte les combats, tandis que Beyond dit qu'il est temps de montrer à ce dieu ce dont il est capable. Soudain, Beyond descend sur le champ de bataille. Entouré d'énergie, il entre et dit que l'ancien maître est de retour, demandant qu'on lui laisse le passage. En pointant l'autre gars, il demande s'il est cette étoile montante Gagomora. Notre gars demande à son livestream si c'était quelqu'un de célèbre et le chat répond que oui. Pas tout à fait comme Anatole, mais presque. Le chat affirme que si Anatole a contribué à rendre Okun célèbre, Beyond est l'héritier légitime et naturel de Okun. Ils ajoutent que Beyond est le successeur d'Anatole et un véritable génie de Okun. Quand le match débute et que les combattants se rutent l'un sur l'autre, le chat dit que regarder ce livestream, c'est comme voir l'histoire se créer. Beyond pense que c'est exactement comme il l'avait prévu, que l'adversaire commencerait avec une pression offensive absurde.
Il poursuit en disant qu'au lieu de répéter des schémas d'attaque, il suit son instinct, mélangeant les coups, comme il le ressent. Franchement, il pense que c'est comme se voir dans le miroir un de ces jours. Il se sent décalé. Puis il commente à l'adversaire que ses attaques sont excellentes. Le chat est stupéfait que Beyond ait duré plus de 10 secondes dans un combat contre Gam. Alors que d'autres disent qu'il se retient, Au-delà pense que l'adversaire le repousse lentement, qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce coup secret. Il frappe alors le gars, qui parvient à bloquer en abaissant sa main. Ensuite, il ouvre sa main et le feu commence à en sortir. Il utilise l'attaque de la vague de flammes montante sur l'adversaire, qui recule d'un bond tout en prenant feu. Le feu se déplace alors vers ses pieds et le chat demande s'il va combiner une attaque avec l'autre. Avec ses pieds en feu et un sourire maniaque, il charge vers Gadom. Puis il tend ses mains en avant alors qu'elles s'enflamment, criant que c'est son coup final. Il hurle ensuite le nom de l'attaque, lance croissant de feu. La technique fait monter des flammes plus hautes que les bâtiments. Beom reste immobile, avec un petit sourire, tandis que le chat s'excite pour cette nouvelle attaque qu'il a créée. En voyant la blessure sur son bras, il se dit qu'il peut faire ce mouvement qu'une fois par match. En souriant, il affirme que ce match sera sûrement sa victoire. Mais on voit l'adversaire avec le poing enflammé au-dessus. Le chat se lamente car il n'a pas encore gagné et il réalise enfin que l'adversaire est derrière. Beyond esquive de justesse alors que God Eung attaque avec son attaque enflammée. Il demande comment l'adversaire tient encore. L'adversaire dit qu'il a appris quelque chose de nouveau grâce à lui et a esquivé l'attaque dans la vague de flammes cramoisies. Il a dit que c'était impossible. Il a passé des mois à développer ce mouvement et l'adversaire a dit qu'il l'avait copié après l'avoir vu une fois. Gam dit que ce n'était pas si dur de neutraliser son attaque de lance avec la vague de flammes cramoisies. Puis il a utilisé le recul du croissant en flammes pour se téléporter. Beyond lui dit de dire quelque chose de sensé. Il montre son bras blessé et demande à propos de l'explosion. Lorsque le feu explose, chaque fois que la flamme écarlate est déclenchée, le recul affecte toute la zone. Gam regarde son propre bras tandis que l'ennemi demande quel genre de tour il utilise, puisqu'il a fait tout cela sans une égratignure. Il montre alors qu'il suffit de retirer sa main avant que l'explosion ne frappe. Le joueur professionnel le regarde, bouche bée, se demandant quelle absurdité il entend. Notre fille pense que ses réflexes sont peut-être supérieurs à la normale car ils jouaient à des jeux comme mettre leurs mains dans la gueule des crocodiles. Ensuite, il montre la valve plusieurs fois, disant qu'il suffit de retirer sa main avant que les dégâts n'explosent ainsi et le chat s'emballe. Il pense que la technique Seeing Beyond l'a inspiré à continuer. Un adversaire se met en position d'attaque et dit qu'il va voir à quel point le nouveau mouvement de Gaom est puissant. Avec des flammes tourbillonnant autour de lui, il fonce vers Beyond en utilisant le Crimson Rush qu'il a aussi inventé. Il se dit que si l'homme l'attaque ainsi, sa prochaine attaque doit être la lance, car c'est un mouvement droit. À mi-chemin, l'adversaire change et utilise un coup de pied simple au lieu de l'attaque de la lance. Cela déroute Beyond. Soudain, le pied de l'ennemi s'enflamme. Il est surpris par le coup de pied en croissant flamboyant et pense que s'il peut bloquer au moins une attaque, il aura une chance de riposter. Le mouvement est encore plus surprenant, un coup de pied ouragan en croissant de feu. L'attaque le frappe de plein fouet et le gars maudit le jeu. La seconde suivante, le système déclare la victoire de God sans avoir pris un seul coup. Le chat s'emballe devant cette victoire incroyablement absurde contre un joueur pro. Beyond retourne dans sa chambre et lit le chat, disant qu'il n'en revienne pas qu'il est perdu sans encaisser de coups. Frustré, il demande si l'adversaire veut, pour rejouer. Tandis que le chat reste impitoyable, l'adversaire sourit et dit que c'était amusant de se battre. Le joueur pro enflamme ses mains et dit qu'il va l'affronter encore. Un peu de temps passe et on voit que le joueur pro a perdu 5 matchs d'affilée contre notre gars. Il revient dans le hall, tandis que le chat continue de se moquer sans cesse du joueur pro. Notre gars tend la main pour l'aider à se relever, disant que son triple saut était génial et qu'il a beaucoup appris. Bian répond que si le gars a appris, alors ça valait le coup. Notre héros dit que ses capacités système sont vraiment cool et que l'adversaire ferait sûrement un excellent chasseur. Le chat dit qu'il reste immobile et charge sûrement quelque chose, tandis que d'autres se rappellent un commentaire sur une fille avec une épée. Alors qu'il se remémore l'événement, il se dit qu'il essayait simplement de complimenter honnêtement ses adversaires, mais que le chat ne veut que du chaos. Il demande ensuite au gars si son nom est Beyond et il confirme. Puis soudain, il pointe son doigt vers le garçon. Notre héros sourit et dit que l'adversaire a du talent. Il commence à se déconnecter tout en disant que c'était vraiment amusant et qu'il espère le croiser à nouveau. Pakshi s'excite à nouveau, disant que c'est pourquoi il suivait le stream de Lee Do-hyuk. Dès qu'il revient dans son lobby, les gens lui demandent aussitôt de refaire la queue. Il jette un œil et voit que 12 048 personnes le regardent. Il pense qu'il doit y avoir un bug car le nombre de spectateurs a grimpé, mais les récompenses de mission n'ont pas suivi. Les gens dans le chat le taquinent, l'appelant mercenaire, et d'autres disent qu'il n'y a pas de mission pour qu'il soit numéro 1. Avec enthousiasme, il dit qu'il se remet en file d'attente. Évidemment, notre gars enchaînait les victoires, battant de nouveaux adversaires aussi facilement que les pros. Avec ses nouveaux mouvements et en apprenant d'autres en chemin, il gagnait tous les matchs qu'il jouait. Notre gars dit au chat qu'il est de plus en plus dur de trouver des matchs maintenant, et le chat répond que c'est parce qu'il a déjà battu tous les meilleurs joueurs. Il observe la réaction du chat alors qu'un autre streamer finit son live avec une excuse bidon et pense que c'est probablement le mieux qu'il aura aujourd'hui.
Soudain, le système annonce qu'un match est trouvé. Quelqu'un apparaît et dit qu'il est venu ce soir pour affronter celui qui a battu Anatole, alors il s'est connecté au serveur coréen. Un homme aux cheveux courts et roux sourit à notre héros et s'appelle Wolfgang Suki. Notre gars remarque que l'homme est japonais et le chat transforme soudain cela en un match Corée-Japon. Un membre du chat dit qu'il est célèbre au Japon et a remporté 2 championnats du monde, prouvant sa compétence à Iron Fist et Ulti Fight. Notre gars demande ensuite au système d'activer le mode traduction instantanée. L'adversaire demande s'il est celui qui a battu le célèbre Anatole et dit qu'il sera le premier à vaincre le maître coréen mixte. Les spectateurs du livestream de notre héros attendent avec impatience la réaction des Japonais lorsque ce type se fera démolir. Les gens demandent s'il jouera un jour avec un autre personnage et il dit que comme c'est mentionné, il pourrait changer pour ce match. Le livestream commence à lui suggérer plusieurs noms, mais il pointe l'adversaire et dit qu'il veut jouer avec celui-là. Tout le monde est alors surpris de voir qu'il a choisi le même personnage que le joueur japonais, un maître de ce personnage. Quelqu'un a ensuite demandé à notre héros s'il avait déjà joué avec ce personnage auparavant, et il répond que non, il s'habituera en jouant. Le joueur japonais demande alors s'il a vraiment choisi ce personnage contre lui, et ensuite s'il connaît le Gunkata. L'adversaire explique que tout le monde finit par choisir Wolfgang juste parce qu'il utilise des armes à feu, mais il ne réalise pas que ces armes sont faibles et facilement bloquées. Même si vous êtes touché plusieurs fois par ces tirs, votre barre de PV bouge à peine, donc les joueurs pensent que Wolfgang est un mauvais personnage. Il continue en disant que c'est une erreur de jugement, car le personnage n'est pas conçu pour les attaques à distance. Il a été conçu pour le combat rapproché avec le Gunkata, et celui qui l'a compris plus vite que tout le monde, c'était Suki. Il ajoute qu'il a dominé le championnat mondial avec ce personnage et suggère à l'autre joueur de changer de personnage maintenant. Notre garçon dit alors que c'est bon et qu'il veut essayer ce personnage. Le joueur japonais dit alors que si l'autre insiste, il montrera la différence de compétences entre les deux. Notre héros répond d'accord et commence à tirer, mais l'autre bloque aussi ses tirs avec son pistolet, disant que sa visée est ridicule. Le joueur japonais ajoute que cela ne fait presque rien. Notre gars est d'accord, disant que ça ne semble pas être de vraies balles. Suki dit qu'il peut esquiver ça facilement et fonce vers notre héros, disant qu'il va montrer comment Wolfgang se joue vraiment. Il s'approche vite de notre héros. Il donne un coup rapide avec la crosse de son arme tout en visant l'autre sur notre héros. En souriant, il dit qu'il va donner la première leçon sur les armes de Wolfgang, qui doivent frapper de près pour infliger des dégâts sérieux. Au milieu de l'attaque, quelque chose le distrait. Notre héros a une balle entre les dents pendant que les autres volent autour. Le joueur japonais demande comment il a tout bloqué. Il crache ensuite la balle qu'il a attrapée avec ses dents, tandis que le joueur japonais est encore sous le choc qu'il ait pu les bloquer d'aussi près. Le joueur japonais dit alors qu'il a vraiment de bons réflexes, mais que le vrai combat commence maintenant. Il dit qu'il va enseigner la deuxième leçon sur le Gunkata. Se retournant et toujours proche de notre héros, il lui donne un coup de coude. Il réussit vite à pointer un de ses pistolets vers l'abdomen du garçon. Avant qu'il ne tire, le garçon a déjà dévié le pistolet avec son autre main. Profitant du moment où le joueur japonais trébuche, il lui assène un coup avec la crosse de son arme en plein visage. Le joueur japonais, en colère, le maudit et commence à tirer sauvagement. Quelqu'un sur le livestream fait alors un don substantiel, disant que s'il gagne sans être touché, il accomplira la mission et recevra l'argent. Souriant, notre héros accepte la mission et esquive toutes les balles pour échapper à l'attaque ennemie. Il saute et se cache derrière une voiture. La voiture est détruite, tandis qu'il atterrit de l'autre côté sur ses pieds. Il propose une pause rapide pendant qu'il observe les mouvements de l'adversaire. Quelqu'un dans le chat demande s'il a le temps pour ça, et ils disent que quelque chose de gros arrive. Ils expliquent que le tir rapide ne sert pas seulement à immobiliser, mais à préparer le prochain mouvement. L'arme foudroyante de Wolfgang, sa capacité la plus puissante. Notre héros pose son pied sur la portière et la pousse vers l'adversaire. Celui-ci, chargeant son arme de foudre, voit une voiture foncer sur lui. Après l'avoir chargé, il crie à notre garçon d'aller en enfer. Le tir coupe la voiture en deux, causant une explosion forte et un impact énorme. Notre garçon profite de la distraction de la voiture pour se glisser derrière l'adversaire. Alors que le joueur japonais dit que la trajectoire du tir était fausse à cause de la voiture, il regarde sur le côté et voit notre héros. Il lui donne alors un coup au visage. L'adversaire se plaint d'avoir été frappé à l'oreille, mais notre protagoniste ne s'arrête pas et lui assène un autre coup au visage. Le joueur japonais tombe au sol, lâchant son arme, et alors qu'il essaie de se relever, il trouve le pistolet de notre héros pointé directement sur son front. Il commence à charger le puissant tir de l'arme à foudre et le remercie pour la leçon. Le joueur japonais crie alors de frustration alors que nous assistons à la grande puissance de l'arme à foudre de notre héros. Une femme se lève de son ordinateur, impressionnée, et dit à tout le monde de regarder. Elle affirme que le garçon ne maîtrisait pas Wolfgang, mais a quand même réussi à utiliser une variation de Gunkata que Suki avait employée lors de matchs précédents. La fille ajoute qu'une partie était une réaction spontanée, mais qu'une grande partie relevait du doyok, anticiper et bloquer les attaques. Son chat lui demande si elle est celle qui le critiquait avant, et elle répond que c'était il y a longtemps et qu'il faut juste continuer à regarder. Le lendemain, le chat est excité et impatient de voir plus de son gameplay, disant que cela leur manque.
Le garçon pense alors qu'il devrait continuer à jouer, mais seulement après avoir vaincu tous les meilleurs joueurs et challengers. Il dit que même battre des pros ne l'excite plus et que son public stagne. En repensant à la scène du coup de foudre, il se demande si c'était le vrai sommet et qu'un jeu qui se termine est vraiment en train de finir. Il pense qu'il est temps d'essayer du neuf, peut-être qu'il va tenter Iron Fist. Mais il se rappelle qu'un autre jeu sort bientôt et pense qu'il y a une place spéciale pour les petits streamers comme lui à l'Evo. Il commence à rechercher en ligne comment procéder pour s'inscrire. Avant de continuer, une nouvelle histoire apparaît. Il se demande alors si c'est réellement Kavanaugh. Il se souvient de celui qui est resté avec lui jusqu'à la fin de sa vie passée, l'empereur dragon de la destruction, Kavanaugh. En revenant dans le temps, il se rappelle sa première rencontre avec un des nouveaux héros qui formerait la dernière résistance humaine. Puis, dans la salle des héros, un monument magique créé, il rencontre le dragon, qui lui demande s'il est celui qu'on appelle Lido Yok. Il demande s'il est ce jeune garçon frêle qui a vaincu Steelheart, l'un des candidats finaux les plus forts, et si c'est le cas, il s'inquiète pour l'avenir de la résistance. Ensuite, il propose de vraiment prendre un moment pour évaluer si ce garçon mérite toute cette attention. Un autre homme, Chen Tao, surnommé Démon Fou, propose de s'occuper du garçon, disant qu'il va gérer ça. Mais notre héros dit qu'il ne se laissera pas intimider. La fille derrière lui sourit et dit que ce ne sera pas nécessaire car Chen a appris des techniques ancestrales, d'où son surnom. L'homme devient furieux contre Alyssa et lui demande si elle faisait partie du groupe qui l'a aidé avec ça et pourquoi elle rit toujours quand c'est mentionné. Un autre homme lui dit de se calmer car Elisa a dit qu'elle pourrait l'aider avec ça, mais il répond que ce n'était pas possible à cause des arts martiaux. Elle lui dit alors d'accepter simplement la situation et qu'une fois qu'il le fera, la vie avancera. Puis le garçon blond lui sourit et lui dit de trouver sa joie dans les batailles. Les deux commencent alors à se battre et Marcos dit qu'il aime provoquer le démon fou, tandis que l'autre le poursuit avec des mains enflammées. La fille dit que c'est de la folie et qu'avant tout cela, il était connu comme le plus grand prodige de l'épée. Elle dit que c'est le hall des héros, où les âmes des 9 héros reposeront à jamais, et elle lui souhaite la bienvenue au sanctuaire des héros. Notre héros regarde la main tendue de la femme qui l'accueille. Il l'ignore et dit que malgré tout, l'endroit semble être un grand désordre pour une base de la résistance humaine. La femme retire sa main, réalisant qu'elle a été ignorée, et explique que l'environnement est comme ça parce que tout le monde est tendu. Il demande pourquoi il serait tendu étant le sommet de tous les chasseurs, l'élite, ceux censés sauver le monde. La femme répète certaines informations, disant qu'ils sont vraiment le sommet des héros, ceux qui doivent sauver le monde et tout ça. Mais avant cela, ils restent des humains, portant le fardeau de l'humanité sur leurs épaules. Peut-être gère-t-il ce moment ainsi, ou essaie-t-il d'oublier ce poids? La femme dit que s'il réussit ce test et devient l'un d'eux, il comprendra ce que signifie porter le nom de la résistance. Notre héros répond que ce fardeau vient juste de la peur. Il crie alors que lui, Lido Hyok, surnommé le dieu de la guerre, sera le premier à détruire la race dominante, qu'il les portera sur son dos. Il demande que le test commence tout de suite, et le dragon sourit, disant que c'est l'esprit qu'il apprécie. Soudain, avec l'air qui se réchauffe autour de lui, et des ailes émergeant de son dos, il dit qu'il verra s'il est vraiment tout ce qu'il prétend être. Il réalise que c'était un autre transcendant, ou en fait le premier. Mais un donateur sur son stream lui dit de se réveiller. Un autre l'appelle et il remarque le chat du système. Puis il tombe de sa chaise et les gens dans le chat disent qu'il s'est enfin réveillé de ses rêves. Il en profite pour s'étirer et s'excuse, disant qu'il s'est perdu en rêvassant à un vieux souvenir. Les gens dans le chat disent qu'il commence à gagner de l'argent comme Maître Jianshu, et il s'excuse, disant qu'il avait quelque chose à réfléchir. De retour à son ordinateur, il dit qu'il doit savoir si cet homme était vraiment le cabinet qu'il connaît et en profite pour demander à son stream qui était ce gars. Les gens disent qu'il était devenu célèbre dans Ultifight, jouant avec Anatole en demi-finale du dernier tournoi. Il sourit, disant que l'homme qu'il connaît était un chasseur talentueux et qu'il n'y a aucune chance qu'il se soit laissé entraîner dans un jeu comme Iron Fist. Bien sûr, le Kavanaugh qu'il connaissait venait d'une autre ligne temporelle et ce n'est pas vraiment la même personne, mais un fait semble inchangé dans les deux lignes temporelles. Kavanaugh l'a persuadé de maximiser ses emprunts avant l'apocalypse. Il se souvient que cet individu lui avait conseillé de prendre de l'argent partout où il le pouvait. Et maintenant, il est accablé par les dettes à cause de lui. Cet homme a le même visage que le Cabana de son existence antérieure. Il va faire payer au Cabana actuel les péchés de sa vie passée. Alors il crie à son écran, lui disant de l'attendre. Le chat demande quand il va retourner jouer à Valhalla et quelqu'un d'autre dit d'oublier ce jeu mort et de revenir à Ultifight. En voyant le chat, il dit qu'il a complètement oublié Valhalla et qu'il y a une guerre sur les forums entre les fans de Valhalla et d'Ultifight. Il dit qu'il doit choisir un jeu bientôt, tout en pensant que s'il joue à Ultifight, il pourrait atteindre rapidement le rang 1, mais alors les gens perdraient vite intérêt. Il pense que s'il passe à Iron Fist, qui a une base de joueurs similaire, il pourrait attirer ses joueurs et les engager car les jeux se ressemblent, mais il ne peut pas lâcher Valhalla, qui a été souvent mentionné récemment et attire pas mal de spectateurs. Puis il baisse la tête, frustré, et se demande à voix haute s'il doit jouer à Valhalla ou Ultifight. Quelques secondes passent alors qu'il y réfléchit. Soudain, il frappe la table et dit qu'il a pris une décision.
Il se lève et dit que s'il devait choisir entre les deux jeux, il le dira après avoir mangé, ce qui rend le chat contrarié en attendant une conclusion. Peu après, une notification indique que Lee Do-hyuk a lancé le stream plus tôt. À cheval, il explique qu'il a choisi de commencer plus tôt que d'habitude. Puis il dit qu'il a décidé de diviser le stream en deux parties. Dans la première, il jouera à Valhalla, et dans la seconde, il atteindra le rang 1, un ulti-fight. Ensuite, il remarque le nombre de spectateurs et voit que 4000 personnes le regardent à ce moment-là, souriant. Il estime avoir pris la meilleure décision. S'il avait opté pour un seul jeu, il risquerait de perdre des revenus. Il mentionne avoir déjà avancé dans le jeu, battu Seawolf et reçu une mission supplémentaire qu'il va explorer avec eux. Après une guerre à grande échelle, le roi Seolwulf de Mercie a été déchu de force et le comte Lafrique, son second, cherche maintenant à devenir le prochain roi. Pour éviter la chute du royaume de Mercie, l'héritier légitime doit prendre le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard et que Mercie ne redevienne un état vassal du Wessex. La mission dit qu'il doit s'assurer qu'Ethelred survive à sa tentative d'assassinat. Le chat suggère qu'il devrait tuer Ethelred et livrer sa tête aux assassins. Ainsi, il aurait une meilleure récompense. Mais notre héros refuse cette option. Il aperçoit l'endroit devant lui et dit que ça doit être le château de Lefric, et qu'il est temps d'y entrer pour accomplir la mission. Le chat devient fou en le voyant entrer là-dedans et dit que c'est le mauvais chemin, que s'il entre, Lefric enverra les assassins, puis il dit que c'est exactement ce qu'il veut. Il ira directement à la source avant qu'il n'envoie les assassins. Notre héros pousse alors son cheval à aller plus vite et les gardes à la porte demandent ce que c'est. L'un des gardes souffle dans une corne tandis que l'autre, tenant une lance, prend une position de combat, lui ordonnant d'arrêter son cheval. Notre héros les ignore et fonce sur les deux gardes, passant entre eux et les battant aussitôt. Plusieurs gardes à l'intérieur crient qu'il y a un intrus dans le château et se préparent à attaquer. Armés de boucliers et d'épées, notre héros les traverse, les battant tous à cheval comme s'ils n'étaient rien. Le chat avertit que d'autres gardes arrivent et qu'ils vont bientôt l'encercler. Mais il les ignore simplement et vainc tous ceux qui se trouvent devant lui avec ses haches, comme le chat l'a dit. Il se retrouve rapidement entouré de gardes. Puis il descend de cheval et dit au chat que beaucoup de gens sont là pour voir Ulti-Fight aussi, et que cette fois, ce ne sera pas le barbare Tornade. D'un coup de pied rapide, il frappe l'un des gardes en plein sur le casque. Ce garde tombe sur le lustre, répandant du feu partout en criant de douleur. En souriant, il dit qu'il va jouer à Valhalla à la manière de Håkan de Ulti-Fight tout en tenant une torche dans une main. Les gens dans le chat sont confus, essayant de comprendre ce qu'il va faire. Soudain, il enflamme son pied. Ensuite, il utilise une attaque d'Ulti-Fight dans Valhalla nommée Rugissement flamboyant et frappe le dos d'un garde avec son pied en feu. Les gardes crient de bloquer avec leurs boucliers et de charger l'intrus. Encore une fois, nous voyons le pied enflammé de notre héros tournoyer dans les airs. Puis il utilise une autre attaque appelée Tornade de feu et crée un immense pilier de feu au milieu de la cour du château. Alors que les ennemis vaincus sont écartés, le chat s'agite encore, demandant ce qui se passe et comment il peut faire ça. Notre héros reprend son souffle après avoir éliminé les gardes du château. Pendant que le chat de son livestream essaie de comprendre tout cela, tout le monde est curieux de la suite. Notre héros demande s'ils sont curieux de ce qui vient de se passer, et tout le monde est d'accord. Il affiche un grand sourire et dit que s'ils veulent savoir, ils sauront, mais pour découvrir, ils devront payer, ce qui pousse le chat à le traiter de mercenaire. Les spectateurs lui envoient des dons, ce qui le rend heureux, et il les remercie. Ensuite, il explique avoir utilisé des techniques de base d'Ulti-Fight, rugissement flamboyant et tornade de feu. Puis il a renversé les braseros proches et a simulé le feu du rugissement flamboyant. À l'intérieur des flammes, il a utilisé ses compétences martiales pour éliminer vite les ennemis, tout en parlant. En ouvrant la porte, les gardes crient qu'ils doivent l'arrêter avant qu'il n'atteigne les comptes et charge notre héros. Il prend une pause de combat et annonce que sa prochaine attaque va surprendre tout le monde. Alors que notre héros était en position, le chat savait déjà qu'il préparait un mouvement appelé frappe de la montagne de fer. Soudain, notre garçon saute. Puis nous le voyons traverser plusieurs gardes en criant « frappe ». Alors que les gardes se dispersent, il enchaîne les assauts, tandis que le chat affirme que notre joueur est véritablement d'un autre niveau. Un homme élégant, épée en main, déclare alors qu'il est un barbare et ose pénétrer dans ce château. Notre garçon dit au chat qu'il va le finir avec l'arme de Wolfgang et le chat demande comment il va faire ça au 8e siècle. Les gens demandent comment il va simuler l'arme et il dit que le pistolet existe dans son cœur et que dans ce monde, il existe sous la forme d'une hache. Puis il lance la hache au visage de l'homme bien habillé et dit que la source de l'assassinat du lièvre a été éliminée. Alors que notre héros s'échappe par la fenêtre du château, nous voyons quelqu'un regarder son stream. Cet homme dit que notre garçon est vraiment un monstre. Il s'entraîne sûrement quelque part, affirmant que le combo du croissant flamboyant et du coup de pied ouragan qu'il a montré dans Ulti-Fight était incroyable. Mais il utilise des mouvements d'Ulti-Fight dans Valhalla, et, en regardant de côté, il se demande s'il aurait dû publier une annonce. Soudain, nous voyons son annonce disant qu'il mettra fin à la route de ce garçon qui a atteint le rang 1 en 25 heures. Puis, en regardant un autre écran, il voit les réactions de ses spectateurs à cette annonce. Ses fans disent qu'ils le soutiennent et veulent voir cela se réaliser. Il s'agenouille désespéré, disant que ses fans attendent qu'il le fasse et qu'il ne peut plus reculer.
Ensuite, on le voit déprimé, réfléchissant à comment se retirer du défi sans paraître lâche. Notre héros change alors de jeu et se connecte à Ultifight, plongeant son chat dans le chaos. En voyant la réaction du livestream, il pense que ce jeu est vraiment en plein essor ces derniers temps. Il demande à son ordinateur à quelle distance il est du premier rang et l'ordinateur dit qu'il vérifie les classements. Puis il montre le classement en disant qu'actuellement il est 5e, la deuxième est loin et le premier est Anatole. Serrant les poings, il dit qu'Anatole n'est pas juste premier, mais qu'il a aussi le titre et qu'il ne peut pas laisser passer ça. Il demande à son ordinateur de chercher des matchs. Nous voyons alors le joueur classé 4e apparaître. La fille avec une épée et son chat demandent si elle joue toujours et si elle atteindra le rang 4. Elle dit qu'elle a farmé des heures pour obtenir ce match avec lui à nouveau. Notre héros commence à avoir un peu peur de cette fille. Alors qu'il l'affronte, elle dit qu'elle a analysé son Houken et qu'il ferait mieux d'être prêt car elle va tout donner. Il dit qu'il a aussi bossé sur un truc pour son perso et demande si ça la dérange s'il change de stratégie et utilise ce qu'il a préparé. Son chat se demande alors ce qu'il va utiliser contre elle si ce n'est pas son Houken. La fille voit un pilier de lumière apparaître. Quand il change de personnage, elle est stupéfaite par son choix, tandis que le chat, comme d'habitude, s'excite devant sa décision. On voit qu'il a opté pour le danseur d'épée Césarée contre la fille à l'épée. Elle dit qu'il est audacieux de choisir un épéiste contre elle et qu'elle va lui montrer la difficulté de manier une épée. L'adversaire débute avec son coup, éclosion de l'épée. Peu après, on voit la fille à terre vaincue, tandis qu'il déclare que c'est la fin pour la princesse de l'épée et demande à l'ordinateur de chercher un nouveau match. Ensuite, le jeu trouve Beyond comme adversaire, mais il crie aussitôt à son ordinateur de ne pas le faire affronter notre héros. Visiblement effrayé, le chat remarque le comportement désespéré de Beyond et demande s'il ne s'entraînait pas pour se venger et tout ça. Notre garçon salue de la main, disant que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Beyond devient sérieux, affirmant qu'il ne peut rien faire maintenant, mais qu'il a préparé quelque chose pour ce moment. Il change pour Zodiac et dit qu'il va l'affronter avec sa crinière. Plus tard, on voit Beyond la tête dans le sol et notre garçon s'éloigne victorieux, disant qu'il s'est amélioré. Il dit à son camarade qu'avec ses victoires, il va maintenant passer au rang 2 et demande à l'ordinateur de trouver un nouveau match, en disant que ce serait parfait s'il trouvait Anatole. L'ordinateur annonce avoir trouvé le prochain match et convoque l'adversaire. Anatole arrive avec sa lance, et le chat remarque qu'il a trop parlé et que l'homme est apparu. Puis, un peu plus tard, Anatole dit qu'il n'est pas possible qu'il se soit autant préparé pour ça. Notre héros remercie Dieu, car il attendait ça depuis longtemps et va enfin pouvoir l'affronter. Anatole dit qu'il l'attendait aussi, mais il pense ne pas être prêt mentalement à affronter le garçon maintenant. Juste être face à lui donne des frissons et des papillons dans le ventre, et il se demande s'il peut vraiment battre ce gars avec son niveau actuel. Notre héros dit que l'armure qu'il porte est super, faite juste pour lui. Il ajoute qu'on en obtient une en gagnant un championnat du monde et pense au nombre de skins comme celui-là qu'il a. Il dit qu'il doit en avoir 10, et rien qu'avec le lanceur, il en a 3, chacun pour un championnat du monde gagné. Puis il se demande pourquoi il doute de lui et de ses capacités contre cet adversaire. Et juste après, il se demande ce qu'il fait. Il se demande quelles sont ses chances de gagner, puis dit que cela n'a pas d'importance. Et on voit qu'il y a 33 000 personnes qui regardent ce combat, heureuses et souriantes. Il dit que toutes ces personnes sont venues là pour le voir se battre, et qu'il ne combat de cette manière que grâce à elles. Notre héros demande à Anatole s'il sait que s'il le bat, il devient numéro 1 dans Ultifight. Anatole se précipite vers notre héros, déclarant que ce ne sera pas facile car le chemin vers le rang 1 est obstrué par sa présence. Et notre héros, parant l'attaque tout en souriant, répond que cela ne l'empêchera pas d'avancer. Soudain, on voit les deux armes s'affronter et une lumière vive jaillir de l'arme d'Anatole. Notre héros remarque une différence là-bas. Puis il est projeté au loin par l'attaque en vrille du lancier, qui fait tourner la lance vite, créant un effet de rebond. Notre garçon tombe à une certaine distance, serrant les dents et pensant qu'il a utilisé cette attaque pour garder ses distances. Anatole utilise vite une autre technique nommée bombardement de lance, déclenchant une série d'attaques rapides qui touchent notre héros. Le chat lui dit de faire attention, et il répond que tout va bien. Le chat ne devrait pas s'inquiéter. Il dit que cette attaque est comme l'épée florissante de la fille qui utilise une épée et le coup d'épée fantôme aussi. Puis il pense que peu importe la violence de la tempête, elle ne brisera jamais un roc solide d'un seul coup. Notre héros crie qu'il va montrer le pouvoir de l'épée lourde qui brise les illusions, tout en pensant qu'il va utiliser la technique qui a vaincu toute une légion d'aliens en une seule fois. Entouré de flammes, il utilise son pouvoir d'épée lourde. Anatole, voyant alors l'attaque se diriger vers lui, dit que c'est impossible. Nous voyons une intense lumière rouge en forme de croix, brisant tout ce qu'elle touche, tandis que le chat se demande si cela est autorisé par le jeu et si notre héros n'a pas cassé quelque chose. Notre héros reste immobile après son mouvement, tandis que le chat se demande si ce personnage peut vraiment faire ça. Souriant en lisant le chat, il dit qu'il a essayé d'imiter l'ultime de Wolfgang avec une épée. Il dit que ce match était vraiment cool. Le chat réplique que ce qui était cool, c'était d'entendre les cris d'Anatole. Puis il dit au garçon d'arrêter de parler car il commençait à préparer une contre-attaque.
Notre héros dit au chat d'arrêter de se moquer de lui, car normalement les gens ne penseraient même pas à contre-attaquer dans une situation de pression comme celle-là. Il dit qu'au moins Anatole a réussi à bouger un peu dans le combat et qu'il a du talent. La foule s'enflamme avec la phrase de notre héros et se moque d'Anatole, l'homme figé comme une statue. Il dit qu'il ne se moque pas, que c'est vraiment un compliment. Le système restaure l'arène détruite par l'attaque de notre garçon. Il dit que dans cet esprit, le combat continue. Quelqu'un dans le chat dit qu'il est devenu un punching ball, mais Anatole leur dit de se taire et accepte un deuxième match. Il dit que cette fois, il ne perdra pas facilement. Une énorme explosion se produit au loin. Anatole tombe à la renverse et retourne dans son hall. Le chat dit que c'était bien de se faire battre si fort par Do-Heok. Il lève les yeux, admettant qu'il est vraiment doué à ce jeu. Le chat confirme qu'il est arrivé au rang 1 et a pris une avance de 15 victoires. Et ils se demandent pourquoi Anatole est au rang 8. Ils disent que sur les 15 dernières victoires de Do-Heok, 10 étaient contre Anatole. Il se défend en disant que lors du dernier match, il a porté 3 coups. Puis une nouvelle attire l'attention du garçon, disant que notre héros vise maintenant le jeu Iron Fist, voulant également y devenir numéro 1. Le type demande alors à Anatole ce qu'il en pense et où il pense que le garçon finira dans Iron Fist. Il pense que si on lui avait demandé hier, il aurait dit que le garçon ferait bien. Mais après l'avoir affronté, il ne sait plus quelle est la limite de sa puissance. Bien qu'il ait montré du talent pour le jeu dans Ulti-Fight, Iron Fist est un jeu plein de monstres comme lui. Il pense qu'un bon exemple est Kwanya, le talent fou d'Afrique du Nord qui a conquis les arènes mondiales du jeu l'année même où il a commencé. Mais maintenant, voyant cette présence monstrueuse ressentie quand le garçon l'a combattu, que ce soit dans ce jeu ou un autre populaire. Puis, souriant, il dit à son stream qu'il aimerait voir jusqu'où le garçon ira seul. À un autre moment, notre héros démarre son stream, et le chat est étonné de le voir, demandant s'il jouera à Valhalla aujourd'hui. Le garçon répond qu'il jouera peut-être à ce jeu dans la seconde partie du stream, ou qu'il fera une pause complète. Le chat s'excite et demande s'il jouera à ce jeu. Il répond oui, maintenant qu'il est rang 1 dans Ulti-Fight. Le prochain sera la dernière sortie du jeu de combat Iron Fist. Il va jouer et essayer. Il dit à l'ordinateur de démarrer le jeu en définissant d'abord son pseudonyme. L'ordinateur lui dit qu'il y a déjà 1773 personnes avec le même pseudonyme. Le chat s'excite, disant qu'il y a déjà plein de gens qui l'imitent. Puis il dit qu'on ne peut pas y échapper. On ne peut éviter ça. Ensuite, il dit à l'ordinateur de continuer ainsi. Finalement, l'ordinateur lance le nouveau jeu. La connexion à Iron Fist réussit et on voit notre héros entouré d'une aura d'énergie. Il est finalement dans le jeu. Le système affiche une fenêtre pour sélectionner le mode de jeu, avec 3 options disponibles, mode histoire, mode hors ligne et mode en ligne. Il remarque qu'il y a un mode histoire et dit que Ulti-Fight n'avait pas ça, et son chat lui demande s'il va suivre ce mode. Le chat lui demande s'il va suivre ce mode et il demande ce que c'est. Quand le chat explique que c'est un mode secret dans le mode histoire, ni Anatole ni d'autres n'ont réussi à le passer. Notre héros dit de laisser le mode histoire pour l'instant, qu'il jouera en mode en ligne comme dans Ulti-Fight. L'ordinateur montre qu'il a choisi le mode en ligne et commence à chercher un adversaire. Une tour de lumière rouge brille quand le premier adversaire est trouvé. Le lendemain, la nouvelle se répand. Notre héros joue à Iron Fist et a déjà gagné 10 fois d'affilée. Ensuite, on voit un garçon à son ordinateur, se demandant pourquoi ils réagissent ainsi. Le garçon est Akuma, un joueur professionnel de Iron Fist de l'équipe VSSA, qui dit que même les meilleurs joueurs d'Ulti-Fight ont du mal dans ce jeu et qu'ils en font toute une histoire. Soudain, Bion surgit derrière lui et dit que c'est vraiment important. Le garçon affirme qu'être doué à un jeu, il y a toujours une courbe d'apprentissage en passant à un autre, et ici, les jeux sont assez différents. Mais les gens réagissent à lui comme si être bon à vélo signifiait la même chose que piloter un tank, et Bion demande s'il est sceptique. Il dit qu'il était sceptique à propos de ce garçon aussi, au début. Puis il tape amicalement son ami et dit qu'il comprendra quand il le verra et qu'il doit s'entraîner pour ce moment. Beyond dit qu'il jouera d'abord au jeu en immersion totale et lui dit de le rejoindre quand il sera prêt. Le garçon ne croit pas que notre héros ait un talent aussi grand qu'Anatole et lui. Il pense donc qu'il montrera à notre héros qu'Iron Fist est un jeu très différent d'Ulti-Fight. Nous voyons une épée se briser et un cri de douleur. Puis, notre garçon célèbre encore une victoire, disant qu'avec celle-ci, il atteint 18 matchs d'affilée sans défaite. Puis il se demande s'il gagne vraiment les matchs si facilement et s'il ne les ennuie pas. En regardant son ordi, il dit qu'il espère cette fois affronter quelqu'un qui joue vraiment bien. Le jeu, comme s'il l'entendait, le met en relation avec un adversaire qui a un taux de victoire de 100% tout comme lui. Notre héros se demande si Céleste est le rang juste en dessous d'Annihilateur, qui serait le sommet. Le chat dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce gars, que ça doit être un compte alternatif d'un autre pro. L'homme pense alors qu'Amuka est l'opposé d'Akuma, et que c'est son compte alternatif, le joueur pro. S'il bat le garçon, il lui donnera la honte d'avoir perdu contre le compte alternatif d'Akuma, et il sera toujours le premier à vaincre ce garçon dans le jeu. Puis il se met en position d'attaque et l'appelle à se battre, tandis que le chat dit que s'il va commencer à jouer à Iron Fist, il doit apprendre le style du dieu du tonnerre. Notre héros demande ce que le chat veut dire par là, et ils expliquent que dans ce jeu, les meilleurs joueurs sont ceux qui maîtrisent le style du dieu du tonnerre.
Les gens se demandent s'il va vraiment affronter cette personne, et ils se demandent pourquoi pas. Il dit que pour absorber les techniques d'Amuka, il doit aussi apprendre cela. Alors il dit qu'il ira avec ce skin de roi démon et qu'il apprendra le style du dieu du tonnerre pendant qu'il y est. Amuka commence à trembler et se demande si le garçon se moque de lui. Notre héros assure qu'il ne plaisante pas, qu'il a beaucoup à apprendre d'Amuka, et l'appelle prof. Amuka répond qu'il se moque vraiment de lui, et notre garçon, en riant, dit qu'il est perspicace de l'avoir vu. Ensuite, il dit que c'est comme ça qu'il attire son adversaire dans l'insouciance et le frappe juste après. Amuka esquive vite avec une vitesse incroyable. Il en profite pour se déplacer rapidement derrière notre garçon. Notre héros remarque et dit qu'il est vraiment rapide. Il essaie encore de frapper Amuka, qui est rapide et se retrouve encore derrière lui.